Bagarreur, bagarreuse, bonsoir, bienvenue à la bagarre. Et ce soir, invité de marque, vous l'avez vu sur la vignette. Abdel, bienvenue à la bagarre. Merci l'équipe. Juji, Jeep, ce soir on va parler bagarre bien évidemment, on va parler MMA, on va parler MMA GP avec le fondateur de MMA GP qui a fait bientôt 10 événements. Non, tu as dépassé les 10 événements. 10, ouais. On a fait 10. Première question, où tu te situes dans le paysage MMA français en tant qu'organisation? Me positionner, c'est ça? Oui. On est dans le top. On est dans le top 3, ça c'est sûr. Sans humilité, allez, sans langue de bois. On est premier. Non, après, moi je pense qu'il y a, on a fait des raccourcis de toi numéro 1, toi numéro 2. Après, je pense qu'on travaille complètement différemment. Oui. Et voilà, après, en termes de quoi? De spectacle, de jauge, tu vois, en notoriété, il y a plein de. Moi, sportivement, je trouve qu'on se défend très bien. Vous avez assisté à tous nos événements et les combats sont de bonne qualité. Alors, c'est vrai qu'on n'amène pas tout le temps des gens connus, mais je pense qu'on révèle beaucoup de monde quand même. Et moi, je vais rester sur ces stratégies avec du nouveau sang. Enfin, c'est du nouveau sang sans en être. Hein. Un Michael Ajarouge, Alphand Rocher, ils ont plus de 10 combats, hein, les garçons. Hein. Donc, après qu'on s'intéresse pas à eux, c'était une chose. Mais Jason Poney aussi. Jason Poney aussi. Jason Poney, c'est un personnage, hein, attention, puis un grand combattant. Donc voilà, après, moi, c'est là-dessus, mais je me battrai pas pour dire non, je leur laisse la première place à celui qui veut. Je lui laisse cadeau. C'est vrai que c'est important ce que tu dis parce que tu mets effectivement en avant de grands noms. Dans les premiers événements, tu as eu Michael Lebou, tu as eu Damien Lapillus qui a combattu pour toi, tu as eu Jason Poney, tu as eu Jérôme Le Banner, tu as eu beaucoup de grands noms. Maintenant, tu as aussi Cédric Doumbé qui combat chez toi. Ouais. Mais en même temps aussi, tu as fait grandir des personnes un peu moins connues. Et on a révélé, révélé des gens qui existaient déjà. Et tu as même fait un événement pour les amateurs également. C'est ça. C'était le 9 octobre, je crois. Ouais, c'est ça. C'était le lendemain d'un MMA GP, le 8 octobre, et le lendemain, tu avais fait MMA amateur. C'est ça. Oui, c'est ça. Tu as profité, tu as eu ce côté altruiste qu'on connaît. C'est-à-dire que tu as pu avoir le cycle d'hiver sur les 2 jours, tu en as profité justement pour faire venir combattre des amateurs. C'est ça, on avait privatisé le cirque pour le week-end. Ouais. Parce que ça, ne le savent pas forcément les gens. Ouais, et puis on avait capté l'événement, et puis on l'a diffusé. Et je ne sais pas si on rentre tout de suite dans la bagarre, mais et c'est là où tu vois qu'il y a un problème quand même. Je veux dire, on fait un événement, on fait du bruit, personne n'en parle. Attends, personne. Enfin oui, non, je me comprends quand je te parle dans la sphère. Non, mais voilà, non, mais c'est important. Vous avez toujours été là. Franchement. Pas depuis le début, mais enfin, depuis qu'on existe. Voilà, exactement. moi, je sais que depuis qu'on bosse, enfin qu'on se voit et que vous venez, ouais, exactement. Moi, vous avez toujours fait le boulot, c'est-à-dire me poser les bonnes questions au bon moment, pas forcément me dire t'es génial comme mec, parce que c'est pas ce que j'apprécie non plus. Et donc voilà, vous faites partie des médias que j'apprécie, que je vais aller voir, que voilà, il y a vous, il y a, je peux en citer d'autres, Story France, Maître Fumier, voilà, c'est des choses qui sont un peu décalées, moins bling bling, moins plus réelles. Donc, et puis c'est vrai qu'à cette époque-là, pardon, AB Show avec Mika aussi. La baie, depuis que j'y suis passé, j'aime bien. Non, je rigole. Non, en fait, je leur avais toujours dit, ils ont toujours, même à bout, parce qu'on s'est parlé, on a réglé les problèmes, et même à bout, Boulox, il y en a qui l'appellent Boulox, AB, j'ai toujours trouvé leur format intéressant. Ouais. Parce que ça pique, tu vois, ils arrivent à c'est le duo qui est intéressant, ils ont bien trouvé l'alchimie. Exactement, ils fonctionnent bien. Et puis ils fonctionnaient bien déjà au B-Fight ensemble. Ça rigolait beaucoup, Mika et Boulox. D'accord. C'était archi marrant. Et puis c'est tous les deux des bons gars à la base, même Mika. Hein, il a toujours été honnête, Mika. Il y a eu des hauts, des bas, mais jamais rien qui a. Enfin, je veux dire, c'est pas voilà. Mika, c'est pas un traître, c'est un bonhomme. Ce qu'il dit, il le fait. Et donc voilà. Et puis pour continuer sur ce que je vous disais, personne n'a vraiment parlé de cet événement. Je regrette un peu que la Fédé ne nous ait pas plus mis en avant là-dessus, parce que c'était quand même plus pour la Fédé qu'autre chose. C'était pour faire avancer le MMA amateur. À cette époque-là, aucun mec ne combattait, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc moi, j'ai lancé le truc, et puis d'un coup, tout le monde s'est lancé derrière, et puis après, on a commencé à dire « Waouh, super événement amateur de lui. » Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que nous, on y a mis vraiment les moyens, on s'est même mis dedans, j'ai envie de te dire. Ça nous a coûté, on tenait à faire combattre les jeunes. On a mis 40 jeunes, je crois, ce jour-là. Ouais, c'est la journée au cirque, un dimanche, le lendemain du MMA. Je veux dire, ça a été un job. Hein. Ça a été un job. Bon, allez, on va tout de suite dans le dur. Tu disais la bagarre, on y va. Donc là, tu vises quel média, clairement? Parce que tu dis, on n'a pas parlé de nous. Qui n'a pas parlé de toi? Qui tu vises? Est-ce que tu vises, voilà, quels sont les médias que tu vises ou que tu estimerais qui devraient aussi parler de. Média ou pseudo-média? Ça, après, c'est toi qui choisis les termes. Alors, en pseudo-média, ne dis pas que c'est un média. Tu fais une référence peut-être à quelqu'un qu'on a reçu. Eh oui, une fois de plus, je le pique pas. Mais de dire que son opposant n'est pas conforme, n'est pas média, n'est pas gentil,
Tout le monde le fera en fait. Tu sais, à partir du moment où quelqu'un s'oppose à toi, Mélenchon, je tiens à dire une chose, quand j'hoche de la tête, je ne suis pas forcément que je suis d'accord. C'est que j'écoute la conversation et je hoche. Fais gaffe, hoche pas, franchement. 2 bâtons comme ça. Tiens à c'est dangereux aujourd'hui, le MMA français. Parfois, on a des retours sur le hochement de tête. T'as fait comme ça un moment. Ça peut te coûter la vie, un hochement de la tête. Et on disait quoi Sur les médias Non, mais après, regarde, c'est pareil. Je m'acharne pas, mais dites-vous, les mecs, on va mettre les choses au clair. Je sais pas. T'inquiète. Ok, ça fume de partout. J'ai lancé le MMA GP en octobre 2020. On est les premiers à s'être lancés. Dans le dur, en pleine guerre. On croyait tous qu'on allait mourir à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le Covid, c'était... Même tes gosses, tu les regardais comme ça. Donc il y a un moment, il faut revenir sur... Tu sais, c'est facile aujourd'hui. Hein. Ouais, j'ai passé la crise sur un pied, tu sais, on connaît. Hein. C'est comme... Enfin bref, on ne va pas rentrer dans le... Et le problème, c'est que moi, je pense que beaucoup ont la mémoire courte. Donc au mois de septembre, au mois d'octobre 2020, je suis un mec génial. Je suis en guerre avec tout le monde, avec la Fédé. Je me suis tapé. On fait cet événement quand même. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on se prend 1h30, je crois que je l'ai déjà dû le dire 10 fois. Pendant 1h30, on est en live sur l'UFC Fight Pass. Moi, je croyais que c'était coupé depuis longtemps. Moi, je me suis dit, ça y est, ils m'ont foutu mon événement là. Donc la Fédé ne veut pas, il y a un problème sur la cage. On en a déjà parlé plusieurs fois. C'est la ministre des Sports à l'époque, Roxana. Que je salue parce que je l'aime beaucoup, Roxana. On est encore en contact, on discute. Et en fait, heureusement que là, elle dit très clairement, c'est quoi le délire? Donc elle arrive à lancer l'événement. Mais il y a eu cette première souffrance. Ça a été très dur à monter. Les mecs il y avait, comment dire, on ne faisait pas de fleurs. Il fallait rentrer dans le code du sport. Tu demandais un Portugais venu du Portugal, un IRM cérébral. Je ne sais pas si tu vois, le SMIC, il est à 400, 500, 600, 700 balles, je ne sais pas. Enfin voilà, il y a un moment, il faut être réaliste. Putain, on arrive à faire un France contre le reste du monde. Les mecs, ils sont négatifs et ils ont tous les médicaux. Je leur paye les médicaux, je les fais venir en France avant. Donc, tout ça, c'est pas pour le MMA français. D'accord ? Et moi, tu vois, c'est tout ce combat-là on l'a balayé comme ça. Putain, quelques mois après, je lance le premier huis clos. Ici, les Moulineaux, on investit dans la cage, on rectifie le problème de cage. On rectifie le problème de cage. C'est-à-dire qu'on investit dans la cage. Et Ring Cage, mon partenaire, me dit, écoute, on va t'aider. On a un fabricant, on va faire fabriquer, on va essayer de payer... je l'ai payé la cage, mais grâce à Ring Cage, j'ai eu un échelonnement. Enfin voilà, il m'a fait un super truc. Donc j'arrive à ici les Moulineaux pour un huis clos. On fait découvrir notre cage. Il faut savoir que... Bon allez, t'as vu, on va tout dire, on s'en fout. Moi, il faut savoir qu'au moment où la Fédé m'envoie un mail en me disant... je leur dis que je vais faire un huis clos, ils me disaient ouais, attention à la cage. Donc je savais pas si c'était un coup de poing sous la ceinture. Et je dis non, mais de toute façon on a investi dans une cage. Ouais, mais sûr, cette fois elle sera contrôlée comme il faut, Abdel. J'ai investi dans une cage. Donc je sais pas comment on peut parler. C'est pas l'autre, il m'a vendu une cage. Sur le reportage Canal+, tu le vois, il est en train de serrer la cage, il dit celui qui sort de là-dedans. Il me foutait le cafard, hein, je crois que je vous l'ai déjà dit. Quand je revois la vidéo, le reportage sur Canal+, je me dis quel enfoiré. Le mec il serre la cage, il dit il y en a un qui sort. Moi la cage pour moi, écoute, ils m'ont loué ça avec la Sagna dessous, 7000 balles. On n'a pas, qu'on me dise pas j'ai fabriqué une cage à moindre coût parce que j'ai pris ce qu'il y avait de dispo et il me dit version UFC, elle sert que pour des tournages de films. Donc voilà, et là donc la Fédé insiste et vu qu'on dit tout, moi j'envoie à la Fédé la preuve, je lui envoie carrément la facture, enfin le bon pour accord et tout sur ma cage, donc il y a la référence de la cage et tout, et sur la cage c'est marqué type UFC. Mais c'est vrai qu'elle correspondait en tout point à la cage de l'UFC. Le fabricant n'a pas pensé, et nous à ce moment-là, comme je te le dis, franchement, on avait d'autres soucis en tête, on était encore négatif, positif, je peux aller faire du sport, je peux aller pisser, cette fois c'était très compliqué pour tout. Les gens, tu sais, et donc là, on est au mois d'avril, si je dis pas de conneries, avril 2021. Donc je leur dis que ça y est, il n'y aura plus de problème de cage, ça va bien se passer. Tu vois. Et là, j'ai l'impression qu'on me cherche des poux, puisque bon, on a discuté tout ça avec la Fédé, avec tout le monde, avec la FFB aussi. On m'a dit non, pas du tout. Mais bon, après, et là, je reçois un mail. Donc, j'envoie ce document à la Fédé et je reçois un mail de l'UFC qui me dit nous avons reçu comment on peut appeler ça? Une dénonciation? Ouais, je sais pas, parce que c'est bizarre comme ambiance. À moins que tu aies envie de protéger les droits de l'UFC, je sais pas, c'est bizarre. Et donc, vous avez plagié notre cage, blablabla. Wow. Je me dis putain. Encore un problème. Non, mais une cage, c'est pas une petite cage, c'est une cage à 40 000. Elle est là. Moi, tout de suite, ça me met une. Et juste avant mon deuxième événement, où je me suis dit, ça y est, on est lancé, on a passé
Mais attends, parce que là, tu reçois un mail de l'UFC, d'accord? Eux-mêmes, ils ont reçu un mail. L'UFC reçoit des mails, ils ne vont pas forcément prendre. Ah, mais le mail est clair. Hein. Tu sais ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils reçoivent aussi quelque chose qui va avec le mail. Oui. C'est-à-dire qu'il doit le descriptif de la cage, il doit recevoir forcément quelque chose en plus. Ouais, tout à fait. Comme quoi j'ai violé que j'ai violé leur. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est le mince. T'as vu, c'est Ramadan en ce moment. C'est pour ça que je cherche le nom. Comment on appelle ça? Oh, propriété intellectuelle. Voilà, exactement. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est des panneaux de 2 mètres, un octogone. Donc, il y a octogone, panneau de 2 mètres et 9 mètres de diamètre. Ouais, exactement. Et donc, on correspond à tout point. Et c'est vrai que si tu regardes, il y a beaucoup de cages de 9 mètres, elles sont rondes. Au NFC. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, voilà, c'est parce que justement, c'est protégé. Ouais, d'ailleurs, souvent, les cages, c'est entre 9 à 11 mètres. Entre 7 et 11, ouais, 7 et 11 mètres, c'est ça, ouais. 11 mètres, le problème, c'est que ça fait vite un stade. Je ne sais pas si tu as vu, mais. Je pense que 9 mètres, c'est le top. 7 mètres, j'ai du mal. Enfin, ça me paraît court. Tu es obligé tout de suite d'être. Ouais, exactement, tu viens tout de suite au contact. Ouais. Après, ça dépend des envies de chacun, mais c'est vrai qu'il y en a qui aiment les petites cages. Il y a des organisations russes, je crois que c'est même plus petit des fois. Attends, dans les voitures. Cabine téléphonique. Cabine téléphonique, ouais. J'ai vu, donc eux, ils cherchent vraiment le contact direct. Contact direct. Tu te lèves, tu mets un coup de tête. Et en fait, si tu veux, donc le mail est assez clair sur qui a envoyé sur qui a informé l'UFC. Vas-y. On me dit, Monsieur Brézéfin de la FFMEF. Après, on en a parlé avec Lionel. Avec Lionel, il n'y a pas de souci aujourd'hui, mais je pense qu'on peut dire les choses. Et donc, bon, ok, moi je trouve ça bizarre. Je me dis, ça c'est fait. Ouais, non, mais tu vois, parce que tu te dis, attends, non, on veut me faire, en fait. Enfin, il y a un problème. C'est bien que je puisse revenir sur tout ça, c'est cool. Franchement, c'est bien. Parce que je l'ai jamais dit j'en ai jamais parlé de tout ça, en fait. C'est encore des dossiers que je garde en moi. Tu vois, m'enfouille en moi. Après, ça éclate. Et en fait, bon, et j'ai la chance, parce que je vais au bout du mail. D'habitude, quand ça commence comme ça, tu passes à autre chose, tu dis, oh les bâtards, et tu jettes le truc. Et en fait, mais comme nous sommes partenaires, UFC Fight Pass, nous allons vous délivrer une licence d'exploitation gratuite. Donc, je reçois un contrat en anglais, IMG, machin. Écoute, ça c'est cool. Et là, je me retourne vers la Fédé. Et de mémoire, alors je pense pas l'avoir fait maintenant, en fait c'est suite au problème qu'il y a eu pendant le huis clos. Parce que pendant le huis clos, on monte notre cage, tout va bien, il ne va pas y avoir de problème de cage. Et bien si, il y a un problème. Tout est fermé. À ce moment-là, tout est fermé. Tu trouves pas de magasin, et en fait il y a Loïc Pora. Loïc Pora qui est dans... Loïc Pora, là-bas, c'est un ancien d'obtention en plus. Ça veut dire que, pour te dire, il était même dans mon coin sur les 2 combats de pancrace que j'ai fait à l'époque pour obtention. Donc Loïc Pora, on ne se connaît pas vraiment, mais on ne se connaît pas. Enfin, on se connaît d'autres tensions. Moi, j'étais plus sur le pied-point et eux, MMA, pancrace, toute l'équipe. À ce moment-là, quoi. Ouais, exactement. Parce que depuis, vous connaissez beaucoup mieux. Non, on n'a pas échangé plus. Parce oui, que... mais aujourd'hui, voilà, il arbitre sur tes compétitions aussi. Très peu. Donc, c'est par rapport à ça que je connaissais. Pardon. Donc le problème que j'ai eu, c'est que Loïc Pora, moi j'ai jamais eu de souci avec lui. Mais à ce huis clos, écoute, il vient, il mesure mon tatami, et il me dit non, c'est 4 cm, là tu as 3 cm de tatami. Je me dis, c'est quoi ces conneries? Donc c'est vrai que dans le code du sport, on parle de 4 cm d'épaisseur, mais aussi, en fait, en science, il y a ce qu'on appelle la densité. C'est pas parce que c'est épais comme ça, à ce moment-là, je te ramène un matelas qui fait ça, quand tu poses tes fesses par terre, tu te poses... Avec la densité, donc moi, je parle de la densité parce que je me suis fait livrer un truc professionnel, c'est des rouleaux de mousse expansée avec une densité supérieure à du 4 cm. Je lui demande de regarder le document. Mais non, écoute, c'est comme ça et tout. Tu me trouves un truc dans la nuit. Dans la nuit, je devais trouver, parce que le lendemain, il y avait l'événement. Il me dit pas de... Il me dit clairement, pas de machin, pas de tatami. Pas de tatami, pas de... Pas de combat, quoi. Je dis, où c'est que tu veux? Je trouve 100 mètres carrés de tatami puzzle maintenant. Est-ce que tu veux de la feutrine? Je me rappelle de ces mots, de la feutrine. Putain, j'appelle un magasin... Non, j'appelle un pote à moi qui fait du décor, que je sais qu'il bosse tout le temps dans son usine, quoi que. Et je dis, t'as pas un mec qui peut me fournir de la mousse une fois 1 centimètre? Ben, il me dit, écoute, j'ai trouvé ça. Puis finalement, il m'appelle, il me dit, file dans le sentier, il y a un pote à moi, il va te filer ça. J'arrive, 100 mètres carrés de mousse, densité toute pétée, je te dis honnêtement, ça n'a rien changé à la. Mais j'ai mis, t'as vu, 1 centimètre plus 3, ça fait 4. Ouais, c'est bon. Et donc, on me valide la cage. Mais j'avais trouvé ça très dur. Ce jour-là, on lance cet événement, tout se passe bien, les gens découvrent le vrai MMA GP là.
Parce le problème, c'est qu'on a fait un peu pay-per-view à ce moment-là. On n'était pas sûr de ce qu'on allait pouvoir sortir. On a fait un peu pay-per-view, mais on sait que ça a cartonné, les images, les gens sont devenus fous. Il y avait des belles photos, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la cage toute seule. C'est là où j'ai fait combattre Laetitia Blo contre, je crois, elle avait pris à ce moment-là l'oiseau. Marie Loiseau, ouais. Ouais, elle avait pris l'oiseau. Alioune contre, je sais, comment il s'appelait. Alioune, c'était contre un Brésilien, je crois. Non, Alioune, c'était contre un mec des Pays-Bas, je crois, ou un truc comme ça. Ah oui, c'était un Golgoth. Ouais, et qui venait de la lutte pure et dure, je crois. Et bah, en fait, bon, là, il y a plusieurs personnes qui avaient combattu, dont un de mes combattants que j'ai révélé là, c'était Banjougou Sidibé, alias Bedze. Et en fait, le truc, c'est que il combat contre Ruslan, il n'est pas favori du tout. Puis écoute, il me le passe. Il me le passe bien. Ruslan est un très bon combattant, mais il me le passe bien. Il le blesse, je crois, il lui pète les côtes, un truc comme ça. Et on assiste à une autre scène. C'est-à-dire qu'il y a Loïc Pora qui attrape Bedze par le bras, sorti de la cage. Il n'est pas sur la liste de l'antidopage. Il n'y est pas. On a la vidéo, hein. Au cas où il y a des démentis, on a la vidéo. Loïc Pora prend l'initiative d'attraper Bedze, mon combattant, et de l'emmener à l'antidopage. Et il y a même une scène où tu me vois, j'ai la vidéo. Parce qu'il y a un mec qui nous filme. Et il m'a envoyé cette vidéo. Et où tu vois Loïc qui tire le bras. Au moment où il vient me checker Bedze, et on voit Loïc, et on voit ma réaction aussi. Je regarde, je me dis, mais il se croit où, lui, tu vois. Et il l'emmène à l'antidopage. Moi, pour moi, il y était. Et je me dis, je ne l'ai pas vu être aussi motivé pour emmener quelqu'un que le combattant d'Hobby Fight. Et il l'emmène quand même. Et puis finalement, bah, ça se passe dans le mec de l'antidopage. Je lui dis non. Il dit, il n'est pas sur la liste. Ouais, mais il faut le tester. Et Bedze, enfin mon combattant pour et tout ça, on s'est tu. On n'a rien dit. On aurait pu faire des scandales. Ce que j'ai fait, c'est qu'après l'événement, ça m'a saoulé. J'ai fait un mail à la Fédé. J'ai dit voilà, en plus vous me balancez à l'UFC, que j'ai leur cage, c'est quoi le délire? Ça s'appelle une dénonciation calomnieuse. Je suis désolé, hein, parce que vous faites ça au profit de quoi? De qui? Qu'est-ce que vous n'êtes pas concerné par. Même si, allez, on va dire que j'ai fait la copie conforme de pourquoi vous faites ça. Et en fait, non, bah, écoute, la Fédé très politique, hein, y a pas. Quand je parle de la Fédé, c'est la FFB aussi, hein, parce que quand il y a un truc qui se passe, tout le monde s'en mêle un peu. J'en discutais aussi un peu avec M. Marceau, de la Fédé, c'est le DAF, très sympa, hein, on a fait une réunion dernièrement, juste avant le huis clos, juste avant l'événement amateur, donc justement pour en parler, tout ça, et non, M. Marceau, après je comprends qu'ils aient des objectifs, donc avec lui ça s'est plutôt bien passé, on a parlé français, mais moi je dis, on a essayé de me faire tout le long. Ça fait des mois, enfin avant que je réagisse là aux vidéos, ça fait un moment que ça dure. Premier, on m'emmerdait. Deuxième, on m'emmerdait. 1er juillet, on me fait sauter la moitié de ma carte. Je me retrouve avec Faisal Hossein et 2 autres combats sur des trucs cons, en fait. Tu vois, par exemple, je vais donner un autre. Il y a un autre exemple. C'est Onefel, un des combattants qui était chez Gaëtan Hurtel. Je sais pas pourquoi. Loïc Pora aussi. Écoute, déjà, ils me font sauter la moitié de la carte. Le médecin a pris un coup de pression incroyable. Ce jour-là, c'était 1er juillet, premier événement, sans jauge. Non, ouverture des jauges, excusez-moi. Et je suis le premier à me lancer. On me dit, il y a public possible le 1er juillet, je lance un événement 1er juillet. Dès qu'on m'a dit légalisation, j'ai lancé mon événement. Quand on m'a dit huis clos, c'est possible, j'ai lancé le huis clos. J'ai pas traîné. Mais tout ça, c'est à perte. C'est que de la sueur. Les premiers événements, je monte ma cage tout seul. Hein. C'est moi qui monte ma cage. Hein, parce que on n'a pas de moyens, on arrive à payer des primes, et c'est là-dessus que les gens nous ont fait une répute. Oui, à ce moment-là, on donnait 800, 900. Mais il y a des combattants qui combattaient plus depuis presque un an. Enfin, tu vois pas, c'était... Là, les mecs me disaient, Abdel, je combats gratuit si tu veux. Attends, on va parler après des salaires. Ouais. C'est avec nous, on va parler des salaires après. Mais, et en fait, là, cet événement-là, ils m'ont fait capoter aussi, gravement. D'ailleurs, on était là, on relance l'UFC Fight Pass, et je me suis dit, à chaque fois qu'il y a l'UFC Fight Pass, il y a un problème, quoi. Et puis là, on se retrouve, donc Faisal Hossein qui fait son combat, son retour contre Wildmar, de mémoire, un Brésilien, un très bon Brésilien, ils ont fait une guerre. Et là, pareil, en fait, juste à la pesée, ça se passe super mal. Parce que déjà, ils enferment le médecin avec eux dans le bureau. Moi, déjà, je leur prépare un endroit dans la salle et ils me disent non. Loïc Pora me dit non, ça se passera pas là. Ok, ça se passera où, Loïc? Faut qu'on trouve un bureau. Donc, ils choisissent. Il y a un moment, c'est nous les organisateurs. C'est pas. Tu vois, mais bon. Ils montent dans un bureau et ils s'enferment. On se fait une pesée à huis clos, quoi. Moi, je suis à l'extérieur, tout le monde est à l'extérieur, il appelle les mecs un par un. Il prend le médecin, il lui dit écoute, tu seras responsable de tout ce que tu vas signer aujourd'hui. Et tout le médecin, attends, c'est quoi le délire? Il revient me voir, Abdel, c'est quoi? Il vient me voir en m'expliquant qu'on lui dit
Alors, petite question juste avant, pour qu'on comprenne bien. Le médecin, par qui est-il choisi? Moi. Par l'organisation? Exactement. Et un médecin pendant le Covid, il faut le trouver. Donc on en trouve un. Normalement, vous n'avez pas l'obligation d'avoir 2 médecins? Alors 2, c'est le jour de l'événement. D'accord. Mais après, j'ai envie de te dire, même le médecin, le jour de la pesée officielle, la pesée officielle, c'est pas nécessaire en fait. Et d'ailleurs, on a soulevé le truc. Maintenant, la Fédé a dit, eh ben si, maintenant il le faut. Mais putain, il faut payer le médecin. Il faut qu'il soit dispo, le médecin. Tu vois, il a un travail de médecin en fait. Et voilà, c'est ça. L'autre question, c'est ce médecin, comment il est déterminé? Est-ce qu'il a, parce que tu vois, est-ce que n'importe quel médecin, c'est un médecin généraliste, un cardiologue, un pneumologue, non, un rhumatologue, tu vois, comment on détermine? Non, c'est un généraliste. Aujourd'hui, c'est un généraliste. De toute façon, s'il voudrait médecin du sport, il n'aurait pas assez pour couvrir tous les événements. Oui, de toute façon, oui. Donc, puis à la base, c'est pour soigner c'est de l'urgentisme, entre guillemets. En fait, il y a un examen clinique avant combat, et après, bah, c'est quoi? Et puis, je vais même te dire, les 2 médecins à l'événement, moi, je trouve ça de trop aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on a une blessure, c'est les pompiers qui viennent. Tu sais, à un moment, il n'y a pas de mec qui vient, il l'a mis en PLS, puis il dit bah le genou est cassé, on appelle les pompiers. Tu sais, y a pas, le médecin ne fera pas une opération sur place. Ils ont de moins en moins le droit de faire de soins. Tu vois, voilà, il y en a même qui hésitent à faire les points en disant t'as vu, j'ai pas envie que ça s'infecte ici. Enfin, tu vois, c'est. Parfois le médecin n'est plus là d'ailleurs. Donc, et si tu veux, la mauvaise blague que j'ai eue là, c'est qu'un des combats logiquement qui aurait dû avoir lieu, d'ailleurs j'ai encore le document tamponné par le médecin FMMAF. Donc ça veut dire que le médecin avait validé. On dit à ONFL, vas-y, il te reste un peu de poids à perdre. Gaëtan Hurtel pourra vous le dire. Hein. Tout ce que je dis, j'ai des éléments. Et en fait, ils disent Loïc Porra dit à ONFL, vas-y, va perdre un peu de poids, on t'attend. Il part, la fait des barres. ONFL est bien, mais attends, comment ça? Le médecin, tiens, si, j'ai tamponné le papier. Donc le combat est valide, on rappelle. Vous faites quoi? Gaëtan Hurtel, il me dit, comment ça? Je lui dis, bah écoute, ils veulent pas m'entendre, t'as vu, laisse tomber, il combattra pas. Comment ça, il combattra pas? Blablabla. D'ailleurs, c'est sur cet événement-là où j'ai fait venir Alex Morgan du Tristar qui devait aller à l'UFC juste avant le confinement. Même palmarès qu'à Lyoun. Je l'amène contre Lyoun et ils me sortent la règle des plus de 2 ans d'inactivité pendant le Covid. Le mec s'est fait vacciner. Je l'ai fait venir du Canada. Il a fait tous les examens nécessaires et c'était largement négociable. Et ça, la Fédé, je leur en veux encore de ce coup-là. Parce que qu'est-ce qui se passe? On m'annule ce combat quand même. En fait, avant l'arrivée de Morgan en France, on me disait officieusement ça se fera pas. Je leur disais faites-moi un écrit pour m'interdire le combat. On me l'a jamais fait. Le problème c'est qu'on me l'a interdit une fois qu'il a atterri en France. Là on me l'a interdit. Moi je continuais tant qu'on me l'avait pas interdit officiellement parce que ce combat n'était pas interdit. La règle des 2 ans, je crois qu'on pouvait une semaine après. Je vais t'expliquer. Donc une semaine après mon événement. Donc moi ok, la règle des 2 ans pas de problème. Mais je sais qu'ils font combattre quand même, comment il s'appelle on a le même cas de figure une semaine après moi. Qui le ont c'est Hexagone qui lance son premier événement. On avait comme main event. Comment il s'appelle déjà il avait pris la ceinture tout de suite. Punaise. Oui, Gaël Grimaud. Gaël Grimaud, c'était pas 2 ans. Ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas combattu. Et il combat contre un mec qui avait combattu au Bellator 1 an avant. Donc la règle, elle n'est pas valable pour... Oui, mais c'est pas pareil. Enfin bref. Ouais, parce que j'allais dire, là tu cites beaucoup la fédération. Est-ce tu penses qu'elle t'en veut à toi personnellement ou c'est vraiment le MMA où ils ont essayé de mettre les bâtons dans les roues en disant... On va trop cadrer peut-être. Voilà. Et non, ils ont tenté de me mettre à l'amende. Moi je pense qu'ils ont tenté de me mettre à l'amende. Après, heureusement qu'on est en France. Après, tu as essuyé les pots cassés parce que tu étais aussi précurseur dans pas C'est ça, mais logiquement, on aurait dû m'aider. Au lieu de s'opposer à moi. Là, l'histoire Alex Morgan, donc Alex Morgan, on me l'enlève de mon plateau. Une semaine après, on le revend à Hexagone. Donc j'ai payé le voyage et tout, et Alex Morgan, et ils le mettent à Hexagone contre je sais plus qui. Donc moi, je me suis tapé, j'ai signé un mec parce qu'il fallait le convaincre, le faire venir, lui faire les vaccins, tout ce qui a eu en amont. Et pour qu'Hexagone en profite, je crois qu'ils avaient loué la salle. C'était au Zénith, hein, je crois. Non, c'était non, c'est la salle de la Défense. Hein. Ah, c'était la Ils avaient fait un truc de fou là-bas. Oui, mais malheureusement, ça n'a pas eu. Ah bah non, moi je pense qu'ils ils font partie. Moi, c'était une preuve évidente qu'Hexagone ne connaissait pas le MMA. Et ils ont pris cher économiquement sur ce coup-là. Parce que l'Arena était. Voilà. Écoute, c'est encore la règle, donc je crois qu'ils ont... Non, c'était plus la règle, c'est pas vrai. C'est pas vrai cette histoire de jauge, moi je te le dis. Ah, parce que c'était vide. 1er juillet, oui c'était vide parce que c'était vide. C'était pas la jauge. Et c'est la version que j'ai entendue, c'est non, c'est le 1er juillet 2021, vous regardez Libération, plus de jauge.
1er juillet. Moi, je fais le 1er juillet, eux, ils font ça une semaine après. Et ils disent, oui, mais on était réduit. Non, c'est qu'en fait, tu penses que tu dis MMA, tu remplis une salle. Tu vois, et ça, c'est une connerie. Ça, tu dis Johnny Hallyday, tu remplis une salle. Mais MMA, non. Il anticipe. On va en parler ça aussi. Juste après. On va parler de, voilà, parce qu'on va parler aussi économie et MMA. Voilà, on va mettre les salaires dedans. On va mettre aussi ça. On va parler aussi de ça. Mais revenons à la question initiale. Avant, tu me disais, ouais, d'autres médias. Concrètement, on sait qu'aujourd'hui, on va mettre les pieds dans le plat. Ah, mais oui. Tu es en bisbille avec la sueur. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement entre toi et eux? Ben en vrai, pas grand-chose, si ce n'est que de la négligence et du manque de respect pour moi. Et puis aujourd'hui, pas mal. Hein, ouais, non mais je veux dire pas de guerre. Enfin, il y a pas eu d'effet déclencheur. Pour te dire, j'ai même j'ai eu, il y avait pas longtemps, ça m'est revenu. Et j'avais oublié que c'était la sueur, parce qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas vraiment le poids qu'ils ont maintenant. Enfin, quand je dis le poids, c'est ils sont sur la sphère médiatique à travers Cyril Gann, à travers Lopez, donc on les voit, tant mieux pour eux. Si le business est bon, on va pas reprocher ça à quelqu'un. Le reproche, il est sur ce que tu fais aux autres, tu vois. Et je m'en rappelle quand j'ai fait le premier événement de MMA, ils étaient là, je crois, avec Karim Gadji, si je dis pas de conneries. Oui, tout à fait. Ouais. Et il faisait un truc de l'intérieur, je sais plus ce que c'était. Karim Gadji, comme je connais bien Alan Kermorvan, qui est le manager de Karim, de Jérôme Le Banner, on travaille ensemble depuis des années. On doit bientôt recevoir Karim d'ailleurs. Je le place comme ça. Super Karim, c'est un super bon gars, très gentil, respectueux. T'avais vu Karim? Oui, mais Karim, de toute façon, c'est. Il jamais un mot plus haut que l'autre, il est dans son truc. Et en fait, donc Alan m'a dit Karim voudrait faire son combat de MMA. Bon, est-ce que tu crois que tu peux le mettre sur la carte? J'ai été clair, hein, oui, mais il n'y a pas de budget. Il était je ne sais pas combien de fois champion du monde. Je lui ai dit, on n'a pas de budget. Donc voilà, on avait été clair. Et on a dealé ça. Et, enfin, on a payé, hein, mais pas, voilà, c'est pas ce qui prendrait un titre. Et je me rappelle de rien que cette époque où il y a un mec de la sueur qui m'appelle et qui me dit, hey Abdel, t'as vu, à un moment, tu rentres dans le vestiaire et tu dis, bon, j'avais été vulgaire, je sais plus, j'avais dit, oh les bâtards, ils veulent m'annuler, ça y est, c'est mort, on arrête. Parce que c'est au moment où je me suis dit, on arrête. Et je dis des sales trucs, et en fait, ils m'ont filmé. Et ils me demandent s'ils peuvent le publier, le poster. Et rien qu'à l'époque, j'aurais dit non, tu vois, je dis ces trucs-là, je sais pas ce que je dis, mais si je dis, ouais, les bâtards, ou tu sais, sur les nerfs, tu dis des conneries. Hein. Et à ce moment-là, déjà, je me dis, putain, eux, ils cherchent un petit peu le truc, quoi, tu vois, j'avais laissé tomber. Et après, j'ai découvert tout doucement qu'ils étaient dans le circuit. Ça faisait pas très longtemps hein, qu'ils étaient sur le MMA. Ouais, parce qu'ils viennent du basket, exactement. Et depuis, on connaît le succès qu'ils ont eu. Oui, qu'ils ont toujours eu, tout à fait. Ah bah tout, ils écrivent des livres, ils font des événements. Ça, on en discutera après, je sais que, voilà. Et en fait, la sueur, ça avait commencé par, à l'époque, je crois que déjà, il y avait une petite blague sur un événement où on voulait les faire venir, et je crois qu'ils avaient répondu à ma RP de l'époque, il y a qui sur la carte, quoi, tu vois, où on bouge pas, donc je dis, ah bon, tu fais tes courses. Le MMA, je crois que c'était sur le deuxième événement, où il y avait personne d'autre que moi qui organisait. Ils m'ont dit ok, laisse tomber. Puis après, ils étaient revenus pour dire ouais, finalement, on peut venir sur celui-là. Enfin, il y avait vraiment des trucs que j'ai dit, eux, j'aime pas. Tu sais, j'aime pas, tu prélèves ce que t'as. En fait, t'es là pour parler de nous. Pour moi, c'était un média à ce moment-là. C'est le Parisien version 2.0, tu vois. Ouais, pour moi, il est là pour faire un travail de communication et dire ce qui se passe dans le MMA. Et donc, ça commence comme ça. Et puis, je sais plus, un jour, je fais un. Bon, moi, je les prends en grippe, sans le dire, je prends pour moi. Je prends ça sur moi et en fait, je crois qu'il contacte une fois ma RP pour l'événement de. Je sais plus, il y avait un événement où je dis laisse tomber, je veux pas. Tu vois, laisse tomber, c'est bon. Il m'intéresse pas. Et il récidive. Après, il y a eu le banner, l'événement WAF. Pareil, je crois qu'ils essayent. Et puis là, ça monte un peu. Et je dis à ma RP non. Je lui dis même donne mon numéro si tu veux, je les appelle. Et je lui dis clairement, t'as vu, j'ai pas de problème à dire les choses. Moi, je lui dis clairement les choses. Et puis. Mais non, laisse tomber, pas d'histoire. Non, t'as vu, pas d'histoire. Il y a juste que non. Oui, mais ils comprennent pas pourquoi. Et en fait, ça n'a pas manqué. D'ailleurs, vous pouvez aller tous le voir sur l'événement. Vous regardez la période où il y a eu l'événement, c'était au mois de juin 2022. Ouais. Non, c'était avant là. Non, c'était ça. Juin 2022 et juillet, on a fait le cirque d'hiver avec Cédric Doumbé. Donc c'était ça, juin 2022. Il y avait qu'un mois de décalage? Ouais, c'était un mois. Tu vois, tu vois comme quoi, hein. Je pensais que c'était un ouais, c'était ça. Ouais, c'était ça. Et en fait, on avait enchaîné. Ouais. Et donc, vous regardez
toute façon, je l'ai screené, hein, si ça disparaît ce soir. Ton téléphone, il y a 50 gigas. Non, mais je suis obligé. Et en fait, les gens, et le pire, c'est que je screen pas pour poster, parce que ça ferait longtemps que je l'aurais fait. Il y a juste qu'il y a un moment, bah écoute, on garde des éléments, parce que j'ai vu que tout le monde fonctionnait comme ça. Tu vois, il a dit ça, non, on te sortait. Et si tu veux, alors ils nous prennent une photo, pareil, je veux pas entendre parler de la sueur sur l'événement. Ouais, il y a Jérôme, est-ce qu'on peut avoir Jérôme, est-ce qu'on peut venir? Moi je dis non, ça passe pas en direct par moi, ça passe par d'autres gens. Et moi je dis non, et puis bah, le soir même, non, le lendemain, je crois que je vois un post, ils ont pris une photo. Mais allez voir, hein, je vous jure, allez voir sur leur Instagram. Une photo complètement pixelisée, screenée, rescreenée, regrossée. On dirait qu'elle a été bousillée volontairement, parce que même la photo de base, elle ressemble pas à ça. Où t'as Jérôme qui lève les bras, mais vraiment en mode... ça faisait pas combattant, ça faisait plus s'il vous plaît. Et tu sais, ils l'ont pris un moment, c'est une photo merdique. Et ils la postent comme ça, Jérôme Le Banner gagne son premier combat de MMA, blablabla, pas de MMA GP. Le lundi, il y a un débriefing dans une émission que je découvre de Fernand Lopez et Guillaume. Ouais. Où ils expliquent Fernand, c'est la première fois non, c'est pas la première fois, mais où il démonte un peu parce qu'il dit ouais, moi j'aime bien, je suis content, il a gagné. Mais moi je le ferai pas combattre, c'est un ancien, tu sais, donc il tourne un peu le truc négativement, mais ça après c'est pas, on a l'habitude. Et puis bah quelques temps après, ils font un article où ils me disent, enfin je crois que c'est ma RP qui me dit non mais ils vont jouer le jeu, j'ai dit ils citent pas les MMAGP et tout, et là la seule fois où ils citent le MMAGP, ils appelaient ça l'événement du Havre dans leurs articles. Tu l'as souvent rappelé d'ailleurs. Ouais. Et après ben je regarde l'article sur leur site et d'un coup boum, je vois que la pub en haut, Cyril Gann, Lopez, en train de s'entraîner. Je sais pas si vous voyez en haut de leur. Ils me disent oui, mais c'est une pub automatique. Oui, mais c'est pas Renault. T'es d'accord que c'est encore. Non, mais tu vois pas. Je veux bien que ce soit. C'est pas Roland Garros. C'est pas. C'est bizarre. C'est la pub de mon opposant. Enfin, de mon concurrent à ce moment-là. Voilà. Et donc, je trouve ça chelou aussi. Je me dis voilà, il y a un moment, je suis pas sûr qu'il accepte lui-même. Que demain, il soit présenté dans un truc et qu'au-dessus, on voit Abdel en PAO avec. Il va dire c'est quoi ces conneries. Là, tu parles de Fernand. De Fernand, ouais, tout à fait. Et donc voilà, et tout ça mis bout à bout, ils ont osé revenir en octobre d'après, alors que je leur avais déjà reproché en disant on peut venir pour Doumbé ou je sais pas. Et là, t'as envie de dire allez, c'est bon, tu vois. Vous jouez à quoi là? Tu sais, il y a un moment, ça te prend. Vous voulez quoi? On vous a rien demandé. Grosso modo, ce que tu reproches à la sueur, ce que d'autres reprochent aussi à la sueur, d'autres organes françaises, c'est que finalement, ils mettent pas suffisamment en avant les organisations françaises, les combattants français, d'autres organes suffisamment. Bah, c'est même pire que ça aujourd'hui, parce que moi je le sais. Bah, il y a même des éléments qui sont sortis. C'est que, écoute, attention, ce que je dis, c'est qu'ils ont le droit de le faire. Mais ne dis pas que tu le fais pas. Aujourd'hui, ils gèrent la communication de Ares à travers un pseudo-média. En vrai, ils sont intéressés par ce projet. Enfin, si on creuse, il y a des conflits d'intérêts. Je crois qu'il y a des éléments qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Je veux dire, ils bossent étroitement et en collaboration, même en association peut-être. Et il y a même peut-être des salariés, j'ai envie de te dire. Enfin, en tout cas, si on creuse, ils perçoivent quelque chose ou il y a quelque chose qui leur rapporte. Donc ça veut dire qu'il y a un conflit d'intérêts. T'es pas un média. Ça veut dire que quand tu viens chez moi pour parler de mon événement, sans le citer, ou en mettant une photo, ça s'appelle du sabotage pur et dur. C'est comme si je venais taguer ta vitrine. T'as vu, j'ai le magasin d'en face, moi je viens en pleine nuit. Ce qu'ils font, c'est rentrer, pour moi je le prends comme ça, c'est rentrer sur ton organisation, prélever ce qu'ils ont à prélever, regarder, en fait c'est les yeux de mon concurrent. Pour moi, c'est PSG, il joue, t'as un mec de Marseille, il est à l'intérieur et il dit ouais, ça se passe comme ça. Non mais tu sais, tu vois, parce que voilà, c'est vraiment une concurrence déloyale, pas menée par Ares ou par Lopez, parce que je pense pas que ce soit eux mais ces mecs-là se sentent investis d'une mission apparemment. Excuse-moi, j'ai encore vu là des vidéos balancées par Maître Fumier. La dernière, elle fait peine à voir maintenant. Alors tu peux simplement expliquer parce que tout le monde n'a pas forcément vu. En fait, le truc c'est que pendant la promo de leur événement amateur, donc la sueur a fait un événement amateur dont on parlera sûrement. Et en fait, il y a un montage. Ouais, Fernand, tu peux venir. Est-ce que tu vas venir? Ouais, je vais venir révéler. Et on voit non, mais tu sais, c'est scénarisé. Le problème, c'est quand tu fais un scénario avec des acteurs, c'est bien. Mais quand tu fais avec un mec qui regarde ce qu'il. Non, tu sais, c'est pas qui regarde ce qu'il doit dire. Enfin, c'est presque ça. Et moi, je trouve ça. Pour moi, c'est prendre les gens pour des cons. On n'est pas. Voilà, on peut pas faire du sport de combat ou du MMA, j'ai envie de te dire. Un monde d'influenceurs, de mitonnerie, c'est pas vrai. S'il y a un truc qui est pur, c'est la bagarre. On peut dire ce qu'on veut, hein. S'il y a un truc qui est pur, c'est le combat. Oui, c'est ça. Précise, c'est pas nous la bagarre. Non, mais voilà, c'est la bagarre, le combat. Exactement, c'est vrai. Tout le monde n'est pas pur. Dans la cage, je veux dire,
tu sais, parler de combat fake, c'est dur de faire un fake en MMA, sans que ça se voit. Parce que moi, je pense pas que ça existe vraiment. Un combat fake, filmé, tu sais, en live, c'est prendre des risques. Enfin, franchement, ça serait, pour une orga, pour moi, ce serait un truc de fou. Non, mais carrément, attends. Et puis, aucun intérêt pour l'organisateur. Là, justement, là, vu que tu as abordé le sujet, qu'est-ce que tu penses justement, là tu parles de la sueur, on a pu citer d'autres en disant ça. Donc eux, c'est un média de base, leader dans ce domaine-là, qui crée sa propre ligue. Comment tu vois ça, toi, de ton point de vue de leader? Même si ça reste amateur. Hein. Bah moi, je le vois comme encore un... Je l'ai dit en story, je dis, mais qu'est-ce que... Tu sais, moi, après, je suis peut-être vieux, je sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, tout le monde a le droit de tout faire, mais je crois que c'est ça, en fait. Aujourd'hui, tout le monde a le droit de tout faire. Moi, à mon époque, un maçon ne pouvait pas faire de la maçonnerie s'il ne justifiait pas d'une expérience ou d'un minimum de savoir-faire. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on on est tous maçons, tu vois. Tu devais aller à la chambre des métiers, justifier, un CAP, un truc, c'est vrai. Aujourd'hui, où est tout ça? Je veux dire, moi, ok, bah écoute, je crois qu'ils ont sorti un livre. Donc ils écrivent, ça c'est bien. Tout ce qu'ils font autour, pas de souci. Mais là, pour moi. Parce qu'ils sont dans leur rôle. Lorsqu'ils sortent un livre, bien sûr, ça va avec ce qu'ils ont fait. Voilà. Pas de souci. Je te dis, j'ai aucun problème avec eux, vraiment. Maintenant, c'est le comportement humain. Et ça donne ce que ça a donné. Quand tu viens nous critiquer sur nos événements, là, nous, on travaille en fait. Nous, on travaille. C'est notre boulot, tu le vois. C'est notre boulot à plein temps. Moi, je ne fais pas des événements quand on a mis tout ce qu'on avait. C'est notre travail à plein temps. C'est notre métier. Je suis organisateur d'événements. Je suis manager de combattants. C'est notre métier. Pour moi, eux viennent prélever autour et enfin, ils viennent s'amuser autour de tout ça. Mais après, c'est plus la fédération qui endort, parce qu'ils ont les ben moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. On m'a répondu. Là, s'ils ont l'opportunité et qu'on les autorise à le faire. J'irais même au-delà de ça. C'est qu'ils ont l'autorisation, ils l'ont fait. En plus, il y a des gens que tu fais aussi combattre, des mêmes clubs, que c'est participer aussi. Ouais, tout à fait. Alors voilà. Donc, est-ce que ça légitime pas aussi Bah si, mais attends, est-ce que tu te rends compte de la passe qui est faite? C'est-à-dire que tu amènes Fernand Lopez sur ton événement amateur, tu appelles les écoles que moi j'ai, la plupart, et que tu vois jamais. J'ai jamais vu de combattants de certaines écoles sur les plateaux de Fernand Lopez. En pro, ils y sont pas en tout cas. Voilà, exactement, mais comme il n'y avait pas d'amateurs, donc ils y sont pas. Et si tu veux, il y a quand même une passe décisive qui est faite en direct, elle est faite en vidéo, et personne ne voit ça. Let's go, let's go. Je sais pas si vous vous rappelez de cette phrase, moi, elle m'a foutu le cafard à la fin de la vidéo. Lopez, il dit, ouais, on va faire ça bien. Let's go, let's go. Tu sais, il y a un moment, tu as envie de dire, les mecs, ils s'amusent, ils jouent au flipper, là. Nous, on joue c'est nos métiers, je sais pas si tu vois, comme un électricien, nous, on galère, hein. On galère. Quand tu montes un événement, c'est stressant. Je vends pas 500 places, ni 800. Donc, je prends des engagements, ils sont lourds. Un Zénith, enfin, je veux dire, renseignez-vous sur le prix, tu le connais, c'est pas rien. D'accord? L'Arkea, c'est pas rien. Le cirque d'hiver, c'était pas rien. Donc, il y a un moment, il faut que les gens comprennent que nous, on joue pas. Nous, on travaille, on prend beaucoup de risques. Et qu'il y a des gens comme ça, à la fin, ils t'agacent. Ouais. Moi, ils m'agacent. Et ça devient même physique à la fin. C'était pas eux que j'aimais pas. C'était la méthode. Mais aujourd'hui, ça devient humain. Ça veut dire qu'ils ont cette façon de faire, tu sais, en toute détente. Écoute, excuse-moi. Je suis obligé de la laisser celle-là, mais j'ai reçu ça. Je suis obligé. Non. Excuse-moi, ça arrive pas. Tu regardes la télé 200 fois, tu rentres dans le zapping parce qu'il y en a un qui l'a fait sur les 20 dernières années. Mais qui se retient pas de lâcher une caisse en direct? Sérieux. Dans un ascenseur, je pète pas. Est-ce que tu en as discuté avec la Fédé? Non, mais en fait, pendant ma story la dernière fois, j'ai dit, la Fédé, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde peut organiser. Tout de suite, on m'a envoyé plein de messages. Abdel, écoute, c'est légal, puisqu'à partir du moment où ils font une demande, et puis que ci, et que ça. Donc, après, tu as vu, tu rentres dans un truc où on va me dire que légalement, ils peuvent. C'est amateur. Je vais te poser une question, là, que ça va au-delà. Parce que nous, on a reçu aussi de certains organes amateurs qui nous ont aussi posé une question qui voulaient qu'on te la pose directement. Donc, je vais profiter justement de ce moment-là pour te la poser. Combien coûte aujourd'hui, combien demande la Fédé à un organe amateur pour pouvoir produire un événement? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, vous devez forcément donner... Un événement amateur? Oui. Un événement amateur. Donc, je vous parle de mon cas, parce que je suis sûr que c'est pas le même que les autres. Je vais me renseigner dans pas longtemps, mais ça se trouve, ça évolue. À chaque fois, on me dit non, ça a évolué. Le problème, c'est que quand moi, je me pointe, c'est. Le café, c'est 8 €. Tu vois? Donc, en fait. Hatch. Arrête, Hatch, mon pote. Je sais. Et en fait, moi, écoute, le dernier événement que j'ai fait, sachant, je peux. Des fois, on va dire l'histoire, parce que sinon, c'est pas beau. Et sachant que j'ai
tout le monde à ce moment-là, faut être réaliste. Au moment où je vais lancer mon événement amateur, le premier, donc on privatise le cirque d'hiver. Le cirque d'hiver, c'est pas 2 €, c'est pas la mairie de Paris qui nous met à disposition les locaux. En plus, on capte l'événement et il est diffusé en télé. C'est pas rien. Je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que non, est-ce qu'on l'a diffusé en live? Je sais pas, je sais plus. Mais bon, en tout cas, on l'a traité dans les règles du direct parce qu'on avait tout, à View West, enfin tout ce qu'il faut pour le live. Ouais, il y a un petit décalage. Et en plus, ils sont dans la cage officielle. Enfin, les mômes, enfin, quand je dis les mômes, les amateurs, ils étaient comme des fous. Comme des fous. Ils ont vraiment kiffé le truc. Moi, ça m'a fait plaisir de recevoir toute l'équipe à Cyril Diabaté, ils étaient là. Gaëtan Hurtel, ils étaient tous là. Tu sais, enfin voilà, de voir tous les mecs que je côtoie, enfin, j'ai côtoyé quelques années et que les revoir là, c'était vraiment un kiff. C'était sportif, tu vois. Et donc, moi, à ce moment-là, il faut savoir qu'il y a la FFB. Non, qu'est-ce que je raconte? La fédération de lutte. Qui obtient l'autorisation d'organiser en amateur. Je crois qu'il y a la FFK MDA qui est pas loin derrière. Enfin, en tout cas, j'ai été aux derniers événements de Pancras, enfin au championnat de France de Pancras. Et donc, justement, j'ai été j'ai repéré 2-3 vues, mais j'ai pas eu besoin de passer. Vous dire, les gars, vous pouvez m'interviewer pendant que je vais voir là-bas. Vous dites, oh, Abdel, t'es super. Non, j'y étais. Et j'ai trouvé moi-même, voilà, dimanche, avec Mohamed Temar, on y était, on a regardé. Putain, on a vu que les mômes étaient super complets. D'ailleurs, je suis dégoûté. Il y a un jeune Tchétchène que j'ai repéré et son père lui a dit, tu ne combattras pas en MMA. En fait, son père ne veut pas. Il est devenu champion de France, hein, mais. D'accord. Donc c'est mort. Il va pas nous donner les sous. Si, tout de suite. Et en fait, si tu veux, c'est pour te dire que c'est à ce moment-là, tout le monde organise avec la fédération de lutte parce que ça reste fédération associative. Et c'est moins cher. Et mais beaucoup, t'enlèves un 0. T'enlèves un 0. Ça ne nous parle pas. Ouais. Alors, moi, je vais te dire, c'est comme à la FFKMDA quand on organisait un petit peu en pied-point, des choses comme ça. Une taxe, écoute, sans titre, sans rien, je sais pas, 700 €, 800 €, taxe fédérale, quoi, tu vois. D'accord. Et là, moi, je me dis, écoute, c'est génial, je fais venir des mômes de partout. Ils viennent de Montpellier, de plein d'endroits, quoi. On avait, je vous redonnerai les chiffres, mais on avait répertorié, c'était beaucoup de clubs et beaucoup de monde. Et ça fait un carton plein, quoi. Tout le monde kiffe. Donc, moi, je fais venir 40 jeunes. On en prend 40. L'addition, je crois qu'on m'envoie 6 000 € de taxe fédérale. Waouh, c'est comme les pros, ça change pas, on me dit. Je discutais un petit peu avec. Parce que moi, j'ai eu des chiffres, il me semble que c'était un peu moins que ça. En fait, ça s'est redescendu après avoir discuté avec Lionel Brézéfin. On a fait un call avec Lionel Brézéfin et donc Lionel Brézéfin, c'est le référent FMMAF pour les gens qui. Parce que je l'ai cité plusieurs fois. Qui est aussi à la boxe. Et en fait, le même, on s'est fait une réunion avec Monsieur Marceau, donc le DAF, directeur administratif financier de la FFB, de la Fédération de boxe anglaise, parce qu'on dit plein de FF et tout, je pense que c'est bien. Oui, tout à fait. Ouais. Et là, on parle, et puis je leur ai dit, moi, je me sens lésé, là, il y a un problème. J'aurais jamais pris 40 mecs si c'était au nombre de mecs. Là, le but, c'était de vous soutenir, de dire, moi, je fais du MMA, donc je reste à la fédé de MMA. Et je vous garantis que c'est le discours que j'ai eu avec tout le monde. On va aider la FMMAF, on va rester sur la FMMAF. Et en fait, là, alors, on a renégocié un petit peu, on a rediscuté, donc ils m'ont baissé l'addition, mais on était à 5 000 €. C'est clair que c'est des gros budgets, en tout cas, pour aujourd'hui organiser de l'amateurisme. Mais carrément. Tu rentres pas dans tes frais, quoi. 5 000 €. Mais carrément. Surtout que c'est tout à tes frais. Et que les mômes, ils combattent gratuit. Et dans ce projet, les seuls qui prennent de l'argent, c'est la fédé. Et je suis pas sûr que. Non, mais c'est vrai, les mômes n'ont pas de prime. Nous, on paye de nos poches. Et derrière, la fédé, il y a 11 mecs, il y a 5 000 €. Normalement, on reçoit Lionel Brézéfin bientôt à la bagarre. On aura l'occasion justement d'en discuter avec lui et il aura un droit de réponse forcément à tout ça aussi. Mais voilà, pour rester sur l'amateurisme et sur ce prix-là qu'il te demande, c'est vrai que si, en plus, comment faire payer des places pour l'amateurisme, c'est pas les mêmes places, tu peux pas. Mais non, j'ai fait un ticket à 20 €. Oui, d'accord. Donc forcément, si tu un ticket à 20 € au cirque d'hiver un dimanche, c'était vraiment par principe et c'était pour les familles et c'est pas qu'on se retrouve dans le bénévolat à 300%. Donc ça n'a rien couvert, hein. Je crois qu'on a vendu 300 places, tu vois, ça n'a rien couvert du tout. Et pour te dire, à la fin, je décide de mettre un petit ticket parce qu'en fait, il manque des mecs et on décide de faire un tournoi à 4. Et je dis, écoutez, le vainqueur, il prend, je sais plus, 150 €. Et j'ai signé le chèque associatif tout de suite. C'est sympa. Et je l'ai mis au bout et il était content. On va revenir à l'organisateur pur. Donc, aujourd'hui, tu es organisateur de MMA. Je reviens par rapport à la sueur. Non pas parce que je leur en veux, pas du tout. Voilà. Tu les aimes bien. Non, c'est pas. Non, je dis, oui, de toute façon, c'est un média leader. Nous, on les suit personnellement et on s'inspire forcément. Mais comme beaucoup, comme 90% des gens. On va pas se leurrer. Non, mais là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fait d'organiser des compétitions de MMA.
qu'est-ce qu'il faut pour organiser une compétition de MMA? Est-ce que moi, demain, je vais à la Fédé et je peux organiser une compétition de MMA? Amateur, apparemment, oui. C'est ça que, tu vois, c'est ça la question. En amateur, apparemment, parce oui. que moi, je vois, tu vois, dans mon regard, hein, peut-être de profane, mais je vois aussi tous les risques qui vont avec. Parce que, en dehors du risque financier, c'est qu'est-ce qui me donne, moi, les compétences de pouvoir organiser un événement, même s'il est amateur, de MMA, on sait qu'il y a quand même des risques. Bien sûr qu'il y a des risques. Ils sont énormes, les risques. On est bien d'accord. Donc voilà, moi j'ai quand même du mal à me dire. Après, je pense qu'ils sont l'obligation d'avoir un médecin, d'avoir une. Oui, mais en fait, tout ce qui encadre, ça c'est logique. Pas. Mais après, il y a quand même, il y a un matchmaking, tu sélectionnes des gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, à ce compte-là, écoute, ouvre un bar sans licence, et puis voilà. C'est de l'alcool, c'est dangereux l'alcool, mais bon. Parce que je suis d'accord. Non, mais tu vois, c'est un peu le même. Pour moi, ça devrait être réglementé, même en amateur. Parce qu'on va se retrouver dans des délires bizarres où tu peux pas dire le mec qui arrive à la cage dans le coin, il doit avoir le BF, il doit être diplômé, et celui qui organise, on s'en tape le. Non, mais tu sais, pour moi, c'est une incohérence évidente. Tu sais quoi, je paye ma licence pro 1 000 € par an en tant qu'organisateur professionnel. Je suis le seul à en avoir 4 aujourd'hui. J'ai eu la première et la deuxième licence pro de l'histoire, je crois que c'est moi. Et j'ai jamais, comment dire, quand on nous a dit il faut ça, j'ai dénoncé 2-3 trucs, mais sans forcer. Tu sais, je suis pas en osmose avec les règles, avec la partie médicale. Si vous voulez que j'en parle, mais je vais me prendre des coups. Mais il y a une théorie, moi je suis désolé, les médicaux, j'en parlais même avec des représentants de l'UFC qui me disaient, vous demandez plus en France D'accord, tu veux parler de ce truc. Je te parle des exigences médicales pour un combattant. Okay. Alors, on va y venir. D'accord, vas-y. Abordons ce sujet-là, parce que tu as raison, c'est un sujet qui est important. Parce qu'on a l'occasion justement déjà d'en discuter avec des gens de la fédération. Peux-tu expliquer concrètement qu'est-ce qui se passe lorsqu'aujourd'hui on combat en France, lorsque tu es combattant français et combattant étranger? La même chose. C'est-à-dire, comme ça. C'est-à-dire que, alors déjà je vais vous donner la contre. Moi j'avais Hobby Fight, donc j'ai envoyé des combattants pro. Il y avait des combattants pro qui allaient dans le monde entier. Écoute, rien qu'en Belgique, t'arrivais, tu signais limite une décharge, tu faisais prise de sang, t'es pas malade. Non mais tu vois, puis examen. Après, en France, on réagit comme on a réagi un peu avec le Covid. On vaccine tout le monde, on s'en fout, t'as plus ton. Voilà. C'est pareil. Là, pour moi, je le prends un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on décide, tu y vas tout seul quand même. Je sais pas si tu vois, on est sur un sport individuel. Tu y vas tout seul dans la cage, dans le ring, t'emmènes personne avec toi, tu fais prendre des risques à personne. C'est pas le mec qui conduit à fond dans la rue. C'est un sport encadré. Je te parle de n'importe quel sport de combat. Et il y a que toi qui prends des risques. Je veux dire, on a quand même le droit, humainement. Alors oui, je te dis, il y avait dans une certaine limite. Tu sais, on parle de l'euthanasie, tout ça, c'est limité. C'est un peu. Là, je te parle c'est parce que c'est un état d'esprit général qu'on a en France. Tu vois, l'euthanasie, non, t'as pas le droit de te donner la mort, non. Tu vois, il y a plein. Et puis il y a d'autres pays, ils disent non, mais s'il a envie de mourir, il est mort. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment culturel. C'est comment on voit les choses. Et en France, on nous a toujours maternés. D'accord, tu vois, faut savoir qu'en France, c'est la Fédé qui contrôle tout. Mais qu'à l'étranger, les fédés ne contrôlent rien. Il y a beaucoup de pays où la fédé dit, s'il te plaît, prends une cotise chez moi. Tu vois, on va t'amener des choses. Enfin bref. Là, non, là, on est obligé de suivre ce qu'on nous demande. Et donc, voilà, je commençais par ça pour vous dire, on allait à l'étranger, prise de sang, M1, enfin bon. Après, je sais que l'UFC était un peu plus poussé, déjà, par rapport à ce qu'on. Mais souvent, quand tu allais à l'étranger, voilà, tu sais, pas. Alors qu'en France, on te demande justement l'IRM. IRM cérébrale, électrocardiogramme. Qui est daté. Pardon ? Qui est forcément daté. Bien sûr, mais je crois qu'il est valable qu'un an. Hein. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Tous les après, ans, voilà, ouais, exactement. Alors c'est déjà beaucoup. En plus, on demande un IRM angio pour les plus de 32 ans. C'est un produit très nocif, radioactif, je crois, si je dis pas de conneries. Enfin, c'est très. J'ai eu un problème avec un médecin. Parce qu'il faut qu'il réagisse. Ouais, exactement. Bah, en fait, le problème, c'est que si le mec il va combattre à Marseille, il fait un IRM. Je vais dire une connerie, puis il va à un autre hôpital et puis il refait un autre IRM, et puis je vais dire une connerie, je crois que l'angio c'est tous les non, je crois que c'est tous les ans aussi. Le mec il en fait 4 en 10 ans, c'est énorme. C'est énorme. Déjà un scanner, faut savoir qu'on te met à rude épreuve. Demain, on te demande si tu vas pour un scanner pour autre chose, on te demande si tu en as fait un il y a pas très longtemps. Bah écoute, là personne ne l'a pris en compte. Moi c'est la mère d'un combattant portugais qui m'a envoyé un message que j'ai dû faire traduire et qui dit je suis médecin, je veux que vous me signiez enfin moi mon fils va faire ce que vous demandez, mais il a fait un IRM en juillet il y a quelques années, il y a quelques mois. Moi là s'il doit en refaire un, moi je veux un papier comme quoi il est obligé, que c'est vous qui le signez. Et moi j'oblige rien, j'ai même laissé tomber ce combattant parce que moi j'oblige rien, c'est la Fédé qui oblige. Moi je vois un autre problème à tout ce que tu me dis. Tu me parles du RM différent. Forcément il y a aussi l'examen du fond de l'œil.
Électrocardiogramme. Électrocardiogramme. Test d'effort pour les plus de 32 ans. Test d'effort. Prise de sang 3 mois. Prise de sang 3 mois. Mais qui paye tout ça? Parce que là, tu es en train de me dire quelque chose là, mais là, tout ça, c'est chiffré. Ça tombe pas du ciel. Qui paye tout ça? Ben moi, je vais te dire, en France, comme on a... Non, mais oui, parce que là, quand tu es malade, quand c'est justifié. Mais tu crois franchement mais là, c'est pas justifié. C'est-à-dire que moi, combattant, excuse-moi, je t'en prie. Je suis combattant. Là, IRM, on sait combien ça coûte. Alors, du moins, voilà, peut-être pas tout le monde, mais voilà. Moi qui ai eu l'occasion d'en faire. 700, 800 euros hors. Donc, tu additionnes tout ça. Je sais pas combien tu payes tes combattants. On va partir sur un prix de base pour un premier combattant. Je suppose que tu es en train de 1000 balles. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Pour les premiers combattants, mais là, je suis perdant. T'es dans le rouge tout de suite. Après, tu peux aller. Pourquoi j'irai combattre? Bah moi, j'ai réussi quand même sur certains combattants à leur dire, écoute, les premiers on les a payés. On les emmenait partout, même les tests Covid. Donc t'as pris à ta charge? Ouais. C'est excellent. Ouais, exactement. Et je te dis, je me suis retrouvé à payer 4 ou 5 IRM. Je sais plus quel centre. Enfin bon, je les avais tous envoyés un soir, justement, où on avait des rendez-vous avant qu'ils atterrissent. Bref. Et je me rappelle même que je pensais que ça allait passer juste en paiement carte, hein, tu vois, mais on avait plafonné. Et j'ai dû dire, mec, bah écoute, attends, j'ai dû aller retirer du liquide, lui amener, parce que à l'hôpital, ils nous ont dit, c'est des étrangers, personne ne sort d'ici tant qu'on n'est pas payé. Tu vois, à l'hôpital, ils sont pas. Donc je me rappelle qu'en pleine nuit, j'ai dû aller à 1h du mat pour les payer. Enfin bref. Et ouais, c'était un vrai bourbier le truc. Et une nuit où t'as pas le droit de sortir quand tu veux, faut que tu fasses une attestation. Je sais pas si tu vois. Ouais, mais si tu te la faisais toi-même, ça passe. Ouais, non, mais moi c'était ça qui était marrant. Et c'est que en tant que tu sais, quand t'as ton compte. T'es patron, tu peux. Et donc là, t'as posé un. Donc le truc, c'est qu'en France, on demande énormément. Et c'est la même traitement. On dit pas de traitement de faveur. Les étrangers, c'est pas un traitement de faveur. C'est que c'est facile de dire ça quand tu vis en France, c'est qu'il y a la sécurité sociale, la CMU et tout ce que tu veux. Et même les sans-papiers aujourd'hui, ils vont au Kremlin-Bicêtre, ils se font soigner. Hein, tu vois, il y a pas de. Donc ouais, on peut dire tout le monde, non, c'est pas vrai. On n'est pas tous logés à la même enseigne, là. D'accord? Les Français sont favorisés. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir ton médecin traitant. Tu le connais bien, médecin de famille. Il te prescrit tout. Et moi, je te garantis que 80% des combattants se font prescrire les examens. C'est sûr. D'accord, donc remboursé par la sécurité. Merci. Donc, on est en train de trouer, et c'est pour ça que je trouve pas ça normal. À l'heure où on vit des trucs de fou, là, où il n'y a plus de thunes, où les gens ils cassent tout, nous on vit, les gens qui nous voient en province, mais nous on vit dedans, hein, les manifs, les machins, le périph', tu sais quand tu peux le prendre, quand tu peux pas le prendre, c'est vrai, hein, c'est une vraie galère. Et ben là, moi je trouve ça très particulier qu'on n'ait pas pensé à ça avant, et que nous, organisateurs, on a été obligés de payer de nos poches les soins de certains combattants parce qu'on trouve ça pas légitime. Ou il faut réduire les exigences pour les étrangers, et laisser la responsabilité de chacun, c'est-à-dire que, écoute, le mec, tu lui demandes des examens, donc à part enfin pour moi, un médecin dit qu'il peut combattre, il a une prise de sang, il a pas de maladie. Écoute, je suis pas sûr qu'il faille creuser vachement plus loin, parce qu'à ce compte-là, on rentre dans un truc où il faut tout contrôler. Alors, enfin, faut tout gérer. Amène-lui les moyens de faire tout ce qu'il a besoin. Ce serait peut-être justement un thème à aborder avec la fédération. Ouais, parce qu'après, il y a aussi une notion de qui porte le risque. S'il y a un accident grave dans la cage. Qui porte le risque vraiment dans ce cas-là? En fait, pour moi, si je te donne mon avis à moi, quand tu mets plein de règles comme ça, et tu te décharges. Aujourd'hui, la Fédé, elle dit ah non, moi j'ai un IRM, il n'y a rien dessus. Mais tu vois. Moi, ça me pose pas de problème en tant que entre guillemets, en tant que fan de MMA, si il y a toutes ces règles-là. Par contre, moi, ce qui me pose problème, en effet, c'est ce trou de sécurité sociale qui se creuse. Et là, j'ai envie de te dire, pourquoi pas une mutuelle pour les combattants, déjà? Est-ce qu'on ne peut pas justement créer une mutuelle pour eux, en tant que combattant pro? Un salaire minimum aussi. Tu vois, un bloc, tu vois, voilà. Parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est leur métier. Aujourd'hui, c'est leur métier. Ouais. Et quand tu sais combien ils gagnent, quand tu divises par 12 mois, ils sont pas au SMIC. Hein. Non, ouais, c'est vrai. Ils sont bien au-dessus du SMIC. Ouais. Donc, en effet, ils ont la CMU, mais c'est pas normal qu'ils aient la CMU. Non, mais en fait, il est là le problème. C'est qu'on trouve normal de profiter du système, mais on trouve pas normal qu'un combattant, bah écoute, il y en a, ils essaient de gruger. Il y en a qui grugent, hein, les étrangers, la plupart doivent gruger. Parce que pareil, dans la difficulté, c'est qu'en plus, on nous demande, je me rappelle, ça c'était assez fou, je l'ai jamais fait, j'espère que ça ressortira pas parce que c'est une traduction, c'est demander à l'hôpital brésilien de t'envoyer un truc traduit en... Non mais on rentre dans un truc où, tu sais, il y a un moment, comme me disaient certains gros étrangers,
On va pas citer l'organisation. La France arrive en dernier et donne des règles au reste du monde. Mais c'est un peu notre marque de fabrique, j'ai envie de te dire. Nous, on aime bien arriver dernier, tu sais, on est dernier du truc et on dit, il n'y a plus d'eau là. Bah non, t'arrives à... Après, le MMA est chapeauté par la fédération de boxe, donc en boxe anglaise. Donc forcément, je pense que les règles. Mais bien sûr. Voilà, c'est ce que je reproche. C'était transposé. C'est ce que je reproche. Forcément. J'anticipe simplement rapidement par rapport à ça. On va revenir au modèle économique et tout. Parce qu'après, ce qui m'intéresse aussi, c'est que 2025, quelque chose qui nous intéresse, qui arrive. Tu vois de quoi je parle. Pas 2024, pas du tout. Oui, 2024, mais non, on m'a dit 2025 récemment. Donc vous parlez pas la même chose. Peut-être. Je parle de la Fédé de MMA qui verrait le jour, qui serait autonome. On m'a donné 2025 maintenant comme date. En effet, on m'avait dit que c'était peut-être 2024, maintenant on me parle de 2025. Je sais même pas. J'étais pas dans les papiers. Tu sais, je suis pas dans les MMA moi en fait. Pour la fête, enfin pour tout le monde. Non, c'est important. Non, c'est important. Parce que si ça devient autonome, il faut voir aussi plein de choses justement qu'on voudrait voir avec toi là-dessus. Mais peut-être qu'elle prendra ses propres décisions, elle sera pas chapeautée, peut-être que voilà. Mais bon, avant de venir à tout ça. Ce qui est intéressant par rapport à ce que tu viens de dire, c'est en effet, il y a des orgas, vous n'avez pas forcément le même point de vue d'une orga à une autre. C'est un peu, j'ai le droit de faire un peu ce que je veux, entre guillemets, si je suis la Fédé, mais après, je suis libre un peu à l'intérieur de mon orga en termes de salaire, sur le matchmaking, etc. sur ces choses-là. Est-ce que tu penses qu'on pourrait harmoniser toutes ces règles? Ce serait intéressant pour les MMA français ou pas, d'harmoniser un peu ces règles-là? Où chacun finalement chez soi fait ce qu'il veut. Moi je pense qu'il faut que chacun gère comme il veut. Ça a toujours été fait comme ça, même dans le foot, même dans le. Donc moi je pense pas. Déjà il y a une histoire de. Sinon on va imposer des budgets à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. On va dire qu'on va tuer dans l'œuf certaines organisations. Si le premier rempart c'est de dire écoute le mec ou 2000 ou il combat pas. Moi je pense qu'après parler avec les clubs, peut-être que c'est au club de prendre des mutuelles, d'encadrer tout ça, parce que le mec doit être affilié à un club. L'erreur de la FMMAF au début, je me rappelle, je l'avais soulevé, c'est ils avaient commencé par faire une licence individuelle. La première fois, ils m'ont dit c'est au combattant d'ouvrir son... En fait, je sais plus c'était quoi le nom, Asso... le combattant n'avait même plus besoin de son club. Les premières licences, le combattant était un artisan autonome, il prend sa licence, il fait ce qu'il veut. Et moi, j'avais tout de suite soulevé j'en ai parlé avec Johnny Frachet, je crois, à l'époque, en disant ça, c'est une grande connerie. Déjà que les combattants ont du mal, les clubs ont du mal à... Johnny Frachet, simplement pour ceux qui ne connaissent pas. Johnny Frachet, c'est un des référents aussi de la Fédé. On se connaît depuis... on était dans le même club haute tension pendant les années 2000. Et puis ouais, Johnny Frachet, c'est un super gars. C'est un passionné. Allez voir notre vidéo d'ailleurs sur lui. Ah ouais, non, c'est un passionné. Enfin moi, Johnny Frachet, j'aime bien. J'aime bien, même si on a eu des petits, des hauts et des bas mais parce qu'on était dans une période où tout le monde cherchait ses positions. Donc, mais Johnny Frachet, honnêtement, c'est un super gars. Moi, j'aime beaucoup. Et je te disais... Par rapport aux mutuelles et par rapport à... la licence. Ah oui, la licence. Et moi, la première fois, je lui ai dit, tu sais, déjà, on a ce problème, nous, de clubs que je rencontrais déjà. C'est déjà, il y a les managers qui arrivent dans les clubs. C'est les indépendants, tu les connais pas, ils traitent direct avec ton combattant. Ils ramènent des combats avec de la rémunération. Toi, tu es le club, donc forcément, c'est très dur. Ou tu dis à ton combattant, ton manager, je l'aime pas. Donc si tu restes avec lui, tu pars. C'est ce que j'ai fait avec certains. Et c'est pas je t'aime pas parce que je t'aime pas, c'est que je sais pourquoi tu es là. C'est que tu prends mon combattant pour un cheval de course et tu prends ta pièce, tu t'appelles manager et tu fais rien d'autre à part je l'ai déjà dit à certains, ça les a vexés. Vous êtes des apporteurs d'affaires là. Ceux qui font rien d'autre que matcher les mecs et venir récupérer leurs 10 points ou 20 points ou 30 points sur les escrocs, et ben moi je suis désolé, vous êtes des apporteurs d'affaires, c'est tout. Dans le bâtiment, quand j'étais dans le bâtiment, j'en faisais aussi. Le mec m'a mis un chantier, hop tiens 10%. Donc voilà, mais arrêtez de mettre des costards et raconter vos vies sur les réseaux, monter des podcasts. Non, mais parce que il y en a ils savent de qui je parle. Mais tu es obligé d'ailleurs de passer par le manager pour signer un combattant? Pas du tout. Le manager arrive dans ta vie et dit moi je peux tout faire. Il lui dit moi je vais t'envoyer là-bas, l'UFC, et puis le combattant OK, je m'occupe de qui? Tu vois, c'est presque ça. Et le problème c'est que moi je l'ai vécu où ils foutent des carrières en l'air. Viens, écoute pas Abdel, viens avec moi, je vais te signer là. Puis il est signé là, il combat pas. Hop, t'apprends qu'il a quitté son manager les 6 mois d'avant. Enfin, qu'il a laissé tomber, en fait. Et qu'il il regrette de pas t'avoir écouté, mais trop fier pour... Et après, il se démerde tout seul. Et puis finalement, il fait que de la... Tu vois que sa carrière, elle fait... Parce qu'aujourd'hui, toi, t'as pas ce rôle-là de manager. Je l'ai pas, mais je le faisais. Je me suis jamais considéré comme un manager. Mes combattants te le diront. Je me suis jamais considéré... Parce que j'ai jamais pris de points. C'est-à-dire que quand je les match, je prenais rien sur eux. À l'époque, je m'occupais de plusieurs combattants pieds-points.
je te dis, je le dis ouvertement, ils le savent, à chaque fois qu'ils sont venus me voir avec leur prime dans mon bureau, j'attendais le geste, mais je lui disais, vas-y, garde tes sous. Voilà. Tout ça. Il t'a placé comme quoi il avait un bureau déjà. C'est vrai, j'avais, à la grande époque. Et pourquoi aujourd'hui tu fais pas ce rôle de manager? Parce qu'on sait qu'il y en a qui ont plusieurs casquettes. Parce que toi, tu t'estimes pas légitime ou tu n'as juste pas envie de le faire? Ouais, non, je me sens pas légitime. Moi, pour moi, c'est un job où tu t'en occupes réellement. À l'époque, j'ai fait ce travail à plein temps. Quand j'avais Michael Lebou, quand j'avais toute l'équipe, moi, il faut savoir qu'il y a des gars chez moi qui, pendant 1 ou 2 ans, ont gagné entre 500 et 700 euros par mois, entre 300 et 700 euros par mois. On était le seul club à faire ça. Du sponsoring qu'on me reversait. Hop, allez, toi, tu dois boire cette marque. Toi, tu dois boire cette canette. Toi, tu dois. Et je faisais ce job et je m'assurais. En plus, ils sont le relou. Hein. Des fois, l'autre, il fait le con. Il boit une marque différente. Le manager de l'autre t'appelle. Pourquoi t'appelles l'autre? Non, mais pourquoi t'abuses? T'es sur telle marque. Pourquoi écoute, c'est ma story perso, j'ai le droit. En fait, on rentre dans des trucs. Et le problème, c'est que le combattant est dur à gérer quand même. Il a ses états d'âme, il a sa prépa, il a tout ce qui. Tu sais, c'est pas rien, c'est les montagnes russes hein, aussi pour un combattant. Et le problème, c'est que c'est moi, je me sens pas de. J'ai pas le bagou pour ça. Moi, j'ai besoin que ça fonctionne entre l'humain. Je suis pas. Aujourd'hui, voilà, tu es vraiment une orga, tu es même AGP, tu es une marque déposée, tu es même locomotive du MMA français, il faut le dire. Ce qui est une réalité. Non, ce qui est une réalité. Aujourd'hui, on peut le voir, il y a une guerre entre vous, entre certains orgas, pour ne pas les citer entre toi et Ares, parce que tu l'as cité juste avant. Là, dans une conférence de presse là, au Bellator, tu as le directeur de la rédaction de RMC Sport, Laurent Salvedon, ouais. Qui a dit que cette guerre intestine, je reprends ces mots, était grosso modo nuisible pour le MMA. Est-ce que toi, tu es d'accord avec lui que cette guerre que vous menez entre vous est mauvaise pour le MMA? Et moi, j'ai même envie de dire, parce que lui, il parle de guerre commerciale. Moi, j'ai plutôt l'impression que la guerre commerciale se fait plutôt entre les chaînes, et pas forcément entre vous. C'est cette impression que moi j'ai. Par contre, j'ai l'impression que c'est une guerre personnelle que vous menez, toi, Fernand Lopez, et Benjamin Sarfati. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Et est-ce qu'il y a aussi Hexagone qui vient là-dedans ou pas? Qui n'a rien à voir? Alors, ce que je dis là, des fois, ça peut être dur à entendre, mais la vérité, elle arrive tout le temps après. Parce que c'est des choses que j'ai déjà dénoncées. Maintenant, Laurent Salvedon, je le connais, on a échangé plusieurs fois, on s'est vu, on a fait des rendez-vous. Il est très bon dans ce qu'il fait d'ailleurs. D'ailleurs, il vous diffuse, vous, MMAGP. Ouais, on a traité déjà 2 diffusions ensemble, on va discuter. Voilà, on discute. Il y a Gaël Delhomme aussi, avec qui. Enfin, Laurent Salvedon est vraiment sur la partie opérationnelle, donc c'est pas avec lui que tu parles contrat. Mais par contre, il a une vision. Moi, j'aime bien sa vision, honnêtement. Il a quand même une vision de vie pour le MMA. Je veux dire, c'est rare d'avoir des mecs qui voient des trucs à l'avenir et qui disent j'ai envie de créer ça, j'ai envie de. Tu vois. Lui, il considère que le MMA d'ailleurs va être très rapidement dans le top 5, top 4 des sports en France. Ouais, et c'est un mec qui a une visibilité quand même. Tu sais, enfin, je veux dire, chez RMC, il fait pas que le MMA, hein, il est sur la Champions League, il y a du bagou derrière, il y a de l'expérience. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Maintenant, son analyse, là, je l'avais pas vu, mais j'en ai entendu quelques mots et la guerre, ouais, il y a une guerre. Maintenant, je pense pas que l'UFC et le Bellator ils se sont toujours fait la guerre entre guillemets. Mais c'est une guerre, enfin je veux dire, c'était une guerre quand même parce que je me rappelle l'époque où tu disais si tu as combattu au Bellator, t'as pas le droit de combattre à l'UFC quoi. Tu sais, il y avait un truc et il y a les mecs qui disaient putain si je fais le Bellator, je suis foutu pour l'UFC, mais en même temps j'ai 29 piges, ça fait 4 piges que je les attends. Tu sais, moi j'ai eu ces réflexions au sein de ma salle. Là, on n'en est pas à ce niveau. En France, on n'en est pas à ce niveau. En France, non, on n'en est pas à ce niveau du tout. Là, c'est juste pour vous rappeler que c'est pas vrai, c'est pas né en France. Maintenant, la guerre commerciale entre Bellator et UFC, oui, commerciale. Aujourd'hui, on a un autre phénomène en France. C'est comme tu as dit, c'est que c'est personnel. Là, tu sais, moi je parle pour ma part. On vient pas me chercher, j'ai jamais été chercher. Parler de gens qui m'avaient pas. Si vous regardez, j'ai toujours été dans la réaction, mais jamais dans l'action. J'ai pas pris un matin, je me lève, hé Lopez, ou bien. Et par contre, eux l'ont fait. Ils ont ricané de moi. Là, pour être clair avec les gens, parce que c'est important, je parle pas souvent longtemps comme ça avec des questions très claires. Souvent, quand on se voit, c'est après les événements, et puis bon, on est plus dans l'euphorie, on rigole, on se détend. Et là, c'est vrai que c'est. Moi, je l'ai jamais fait. Vous pouvez rechercher partout. J'ai jamais, accroché quelqu'un sur les réseaux. La première fois que c'est arrivé, c'est Michael Lebou avec Boulox pour le AB Show. Et je l'ai fait volontairement parce que je connais Mika et je savais qu'il allait réagir. Ouais, tu l'as appelé direct. Voilà, exactement. Et je l'ai pas appelé avant. Hein. Je l'ai vraiment interloqué. Je l'ai vraiment pas par Insta. Ouais, et là il m'a appelé. Il se passe quoi? Je connais Mika, donc je dis faut qu'on discute. D'ailleurs, ça, c'est ce qui a bien marché parce que la discussion a permis qu'on se rabiboche un peu, qu'on règle 2-3 trucs. Et le problème, c'est que
Voilà, eux l'ont fait. Eux m'ont rentré dedans plusieurs fois. J'ai jamais rien dit. Il faut savoir qu'il y a ce que j'ai expliqué pendant le... C'est-à-dire que je me suis senti volé très clairement, arnaqué même par l'équipe. Même si, je te dis, je le répète, si je pense que Benjamin Sarfati, c'est juste le bras armé. C'est-à-dire que je suis pas sûr qu'il aime ce genre de relation, tu vois. Même dans son podcast, quand il parle, alors il rigole. C'est ce côté-là qui m'a fait réagir, c'est qu'on parle de moi comme un petit. Je sais pas si tu... Ouais, on aime bien ce petit machin. Tu sais, c'était... T'es sérieux? Attends, on en reparle quand, là? J'ai tous les messages là. Comment on fait ça? Abdel, s'il te plaît, tu peux m'aider pour ça? Ça a duré 4 mois. Donc moi, je veux bien que tu dises, mais c'est pas vrai. Tu sais, sa version à lui, donc c'est pour ça que je donne la mienne. Maintenant, eux, ils m'ont attaqué personnellement. Après, non, on n'a pas dit Abdel, on a dit MMAGP. C'est pareil. Abdel, c'est MMAGP. Si tu dis MMAGP, c'est de la merde, tu parles de mon job. On est d'accord, il y a un moment, il faut être réaliste. Donc eux m'ont attaqué, moi j'ai répondu. Et puis après, tu te rends compte qu'après, c'est des coups dans le dos tout le temps. Mais là, tu parles du dernier, entre guillemets, épisode. Mais ouais. Non, ça date pas d'aujourd'hui. Voilà, non, c'est qu'on m'a sollicité, on m'a demandé des coups de main. On avait des engagements, alors c'était verbal certes. Ce qui est hallucinant aujourd'hui, c'est qu'on te dit « Ah ouais, mais Abdel, t'as pas signé le contrat. » Tu vois, enfin des choses comme ça. Moi, je me rappelle d'un Benjamin Sarfati qui n'hésitait pas, j'ai relu mes messages, au moment où je match Lapidus, Rizlen, les combattants c'était en octobre 2021. Qui sont chez ORS et du MMA Factory, donc qui sont gérés par le Management Factory. Je me rappelle que Chaban, mon combattant qui connaît Damien Lapidus depuis des années, ils sont potes. Hein, oui. Ils étaient dans le coin d'ailleurs de Michael Lebou lorsqu'il combattait l'UFC. Exactement. Et donc là il m'envoie un message que j'ai encore. Abdel, c'est bien, mais si tu peux juste dire à Chaban de respecter les règles du management. C'est-à-dire qu'on ne parle pas avec les combattants des autres. Ok, Chaban, qu'est-ce que tu fais? Mais Damien, c'est mon... Non, s'il te plaît. Mais tu vois, il me le rappelle en tant que pro, puis moi j'ai trouvé ça très pro. J'ai pas dit, oh, tu te crois où là? Tu sais, tu me dis pas. Au contraire. Non, il a raison. Moi, j'aimerais pas qu'on... Ça va pas empêcher que quelques mois après, ils aillent parler avec mes combattants en direct. Et qu'ils essayent de m'en sortir un. Et puis que Dona, par exemple, mon combattant brésilien, il y a été parce qu'on En fait, j'ai autorisé mes gars à aller tourner là-bas. Tellement j'étais en confiance avec Benjamin et Fernand. J'ai laissé mes gars aller tourner. Tu sais, tu peux payer au mois, je crois, et puis tu peux aller tourner, tu sais, juste pour le sparring. D'accord. Moi, j'aurais dit, allez-y, les gars, on peut y aller, ouais, allez-y. Tu vois, moi, j'ai pas de problème, on va bosser ensemble. Ça commence comme ça, et en fait, voilà, il y a eu ces premiers coups-là. Il y a eu des coups avec des combattants enfin voilà, il y a certains de mes combattants qui se sont retrouvés là-bas de façon pas très cool. Et j'en dis pas beaucoup, je suis gentil encore, hein, j'en garde sous le pied. Mais voilà, eux m'ont déclaré la guerre. Et même, je vais même te dire aujourd'hui, et c'est la première fois, Hexagone, je vais vous faire. Non, mais non, il y a un moment, il faut arrêter. Hexagone, il y a quelques mois, je les appelle. Au moment où ils font plus rien. Sinon, je les appelle pas. Eric Conaco. Alors, Eric, qui est ton ancien associé, on a démarré ensemble. Ouais. Qui est au MTGP. MTGP, exactement. Très bon assaut d'ailleurs, franchement. Pardon, excuse-moi. Très bon orga, excuse-moi. Très bon orga. En Muay Thai, top orga. En Muay Thai, c'est celui qui fait tourner le plus de combattants français et puis d'autres d'ailleurs. Et donc, je parle avec Eric et je dis putain, c'est dommage, Hexagone. Je te jure, hein, c'était vraiment ça. Hexagone, ils s'arrêtent, c'est chelou, ils font plus rien. Apparemment, ils vont faire, je sais plus si ils avaient fait Arabie Saoudite ou Allemagne en premier ou Qatar, je sais plus. Ils ont fait d'abord Dubaï, Arabie Saoudite et après l'Allemagne. Et là, c'était juste avant et je dis écoute, faut qu'on leur parle, ils peuvent pas s'arrêter. En plus, il y avait leur roadster. Je pense à Laetitia Blo, je pense à tous les combattants. Enfin, qu'est-ce que ça va devenir tout ça, tu vois? Donc j'ai vraiment une pensée MMA. En disant putain, faut pas qu'ils s'arrêtent, tu vois, c'est bien un petit peu de. Tu sais, c'était pas encore la guerre de maintenant là, c'était un an. Et puis oui, on avait Arès en face qui signait tout le monde. Il bloquait tout le monde, pas. C'est-à-dire que des fois, tu cherchais des combattants, ah non, putain, j'ai signé. Et puis après, tu as les mecs qui, 6 mois après, ouais, j'ai signé, mais je combats pas. Tu vois, je combats plus, j'ai combattu une fois. Donc, un peu l'erreur que l'UFC avait fait à l'époque, un peu, tu vois, de signer plein de mecs, et puis après, un Ngannou, 1 an et demi, les gars, on fait quoi? En fait, je fais du MMA. Il a signé l'UFC, et puis pas le combat. Tu vois, ça, c'est bête, mais c'est des dossiers à gérer. Et donc, on fait une petite conf avec Conaco et un des frères Pourru, je sais plus. Jérôme qui dirige justement Hexagone. Qui est un des cadres de Hexagone. Et en fait, je rembobine un truc. Je l'avais eu mauvaise déjà, juste sur un truc. J'avais trouvé ça particulier. Alioune Nae, il combat, il prend la ceinture contre le Brésilien. Il se blesse.
je crois qu'il se fait tout. Je sais pas si vous vous rappelez, mais le mec, il lui met une clé. En vrai, ça lui a arraché tous les tendons. Il est venu chez nous, il nous dit. Il est resté au bout, il a été au bout du projet. Mais son bras, il est resté. En vrai, il a laissé le bris dans le cache. Voilà, ils sentent qu'il craque, mais il lâche pas l'affaire. Ouais, exactement. Bah, il met même son KO extraordinaire derrière. Exactement. Et là, je me rappelle qu'Alioun, il me dit putain, j'ai une invitation. Je dis comment ça? Et je vais voir sur ses commentaires. C'est pas commun. Commentaires sur les commentaires. Enfin, il y a la ceinture. Enfin, il y a Alioun, il y a une photo où il a gagné. Dans les commentaires, Hexagone, nous vous invitons à venir nous rencontrer. Alors, il donne rendez-vous à Alioun dans les commentaires Insta. Putain, bien. Ah ouais, en souplesse, le mec. Non, mais tu vois, c'est ta meuf. Non, mais tu sais, tu vois, moi, c'est presque. Non, mais je veux dire, il rentre dans un truc où tu dis, attends, ah ouais, normal. En public, c'est pas lui envoyer un message privé. Moi, je dis, ok. Au moins, c'est transparent. Ah ben, c'est plus de la transparence. Après, je sais pas comment ça. J'avais jamais vu ça. Je dis, putain, ils sont balèzes, les mecs. Enfin, ça, on l'avait jamais fait. Et franchement, ça m'a perturbé. Je dis, c'est quoi? Bon. Et donc, un an après, là, je vois qu'ils organisent plus. On parle avec Poro, puis je lui parle et je dis, nous, on est prêts à. Tu sais, il faut qu'on discute ensemble, on peut se matcher, les mecs, tu sais, trouver une solution ensemble. Là, il me dit, non, on n'a pas besoin, c'est ce qu'on fait. Enfin, j'ai un monsieur qui dit, non, on verra, ça m'intéresse pas. Enfin, bref. Je suis un peu surpris par la réaction de. Il coupe court tout de suite à la conversation. Ouais. T'as pas du tout d'entente d'engagé ou il n'y a pas de cordialité? Excuse-moi, t'as dit. Il coupe assez court à la conversation ou ça... Ouais, enfin, c'est resté cordial, mais. Je sais pas, c'était. Même le merci, il a pas. Enfin, moi, j'ai senti le truc, je me dis, waouh, quand même. Tu vois, le mec, ils en ont plein sous le pied, là, il y a un truc qui se prépare de ouf. Le mec, il me dit, non, c'est bon, ok. À ce moment-là, eux, ils sont aussi sur RMC. À ce moment-là, ils organisent même plus. Oui. Mais ils étaient sur RMC. D'ailleurs, je comprenais pas parce que les contenus étaient. Moi, je pensais qu'on faisait un truc de fou. Je comprenais pas que RMC bloque sur Hexagone. T'as vu, je pige pas trop ce qui se passe. Après, bah écoute, je sais pas, il y a des affinités, il y a des choses. Enfin bon, les frères Pourru, ça fait longtemps qu'ils vendent des programmes. Enfin, voilà, et donc ils ont dû. Et puis ils sont sur un contrat peut-être. Tu vois, une fois que t'es engagé, t'es engagé. Hein. Peut-être qu'en cours de route, RMC se dit, ah putain, c'est pas ce qu'on pensait. Il y en a plein qui nous ont vendu du rêve à nous aussi. Et donc, je sais pas ce qui se passe. En tout cas, pour moi, ils sont en position de puissance et pour moi, ils font des trucs de fou. Quoi. Je comprends pas hein, les main events qu'ils font. Enfin, je comprends pas ce qui se passe. Et moi, je pensais qu'on avait un vrai truc à faire ensemble. Je me suis dit, parce que moi, je voulais un MMA 100% français. C'est une organisation très franchouillarde, entre guillemets, tu vois. Et, donc, je me suis dit, et là, j'avais été surpris. Et là, mon problème avec Hexagone, c'est qu'Hexagone, je dis, ok, pas de problème. 0-0 balle au centre. On est concurrent. Mais quand on dit qu'on est concurrent, personne n'a envie de faire du mal à l'autre. Et là, il se passe un truc, je vais le dire maintenant. Parce que là, on est curieux là. Là franchement, alors, je suis appelé par Sport en France. Alors, Sport en France, c'est là où tu déjà. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, on ne trouvait pas de diffuseur. Ouais. C'était ou UFC Fight Pass, et moi, j'avais cet objectif de diffuser en France. Parce que pour trouver des sponsors français, pour trouver, tu vois, je veux dire, c'est bien l'UFC Fight Pass, mais va dire, ouais, je suis dans 189 pays, ouais, je m'en tape. Moi, j'ai un resto à Paris, t'as vu? Et tu sais, va trouver un sponsor. Et donc, je me suis dit, non, il faut qu'on s'installe en France. Et puis, pareil, j'ai été l'un des premiers, le premier. Il faut qu'on fasse. Vas-y, on va continuer à creuser. Et puis là, Sport en France, on trouve cette piste. C'est notre RP de l'époque, Pauline, qui trouve la piste. Abdel, tu crois que. Très bonne RP d'ailleurs aussi. Ouais. Tu crois que. Enfin, moi, je regarde, je dis, attends, c'est quoi cette chaîne? Et putain, je tape, ils ont une appli, ils ont tout. C'est limite du France Télévisions en plus, tu vois. Tu sais, je crois que c'est le même groupe, hein, c'est 365 médias, je crois qu'il y a derrière tout ça. Ils sont en clair, ils sont sur toutes les box. Ouais. Et donc, par contre, ils dépendent. La seule difficulté, c'est qu'ils ont le droit de nous diffuser qu'à partir de 22h30. D'accord. Oui, c'est à cause de la loi qui impose c'est ça qui est encore. Parce que c'est en clair. C'est en clair, le même app, comme la box, ne peut pas être diffusé avant. Je crois que le contenu, moins de 12 ans, je crois, ou un truc comme ça. Moins de 16. C'est moins de 16. Sinon, il faut être sur les chaînes cryptées ou payantes pour être diffusé avant. D'accord. Et ouais, donc on est soumis. Mais moi, je me dis, écoute, c'est une bonne guerre. Et derrière, en plus, on produit, on décide de monter cette émission. Et donc, on prend Lucie Berthaud, Sébastien Lowe, Greg MMA en freelance, enfin, de temps en temps. Enfin, c'était prévu. Après, Greg, il fait tellement de trucs. Salut Greg, mon pote. et ouais. Et donc, mais en tout cas, voilà, Greg, il répond toujours présent dès qu'il peut. Il répond ça. C'est un ami, Greg. Et d'ailleurs, si tu veux venir, Greg. Hein, ah ouais. Ouais, faut venir donner de la force. Ah, franchement, Greg. Ah, bah, et donc, on produit cette émission. Il faut savoir que je suis coproducteur de l'émission. Super émission. Franchement, à chaque fois, nous, voilà. Très bonne émission. Merci. Et donc, voilà. Donc, il faut payer les animateurs. On a un deal entre nous et on est coproducteur. Et cette émission, on la lance. Et personne ne sait que c'est moi qui est derrière tout ça aussi. Enfin, je fais partie des.
Et d'ailleurs, on invite les main events de Lopez, on invite tout le monde. Même Lucie, des fois, m'appelle, on dit Abdel, ça ne te dérange pas? Non, non, non. On va pas faire ce que les autres y font. On invite tout le monde. Et moi, j'ai pas le droit de regard sur. Invite qui tu veux, boycotte personne. Justement, je veux que ce soit valable pour tout le monde. Tu vois, c'est pas toi, tu as quelqu'un qui t'aime pas, tu l'invites pas. Non, non. Et donc, ça marche bien. Puis, on a amené tout le monde. Dernièrement, encore Manon Furio qu'on a fait venir. Tu vois, je suis fier, moi. Tu as eu Saladin Parnasse. Exactement. Claire Lopez. Hatch. Et Margui, justement. Exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait, on n'a pas fait de différence. Alors que j'aurais pu faire le mec en sueur. Non, moi, dis Abdel dans l'émission. Et personne ne sait que je suis là. À l'époque, personne ne savait que j'étais dans Hobby Fight. Enfin, c'était pareil. Hein. Moi, j'ai pas de médaille. J'ai pas besoin de médaille. Et là, qu'est-ce qui m'arrive récemment? Bah, dis-nous. Et dans Sport en France, ils me disent on va diffuser Hexagone. Et donc, je dis ok, mais il y a un problème quand même. Alors, oui, vous êtes la chaîne du comité olympique, tout ça, donc vous devez accepter tout le monde. Mais il y a quand même, j'ai fait des efforts lourds. Vous avez du contenu gratuit et pas n'importe quel contenu. Et contenu, explique-nous là, parce que là, les événements, ils les diffusent gratuitement, ils ne payent pas. Parce que là, jusqu'à maintenant, tu es en train de me dire, oui, il y a un concurrent qui vient qui fait la même chose que moi sur la chaîne. J'ai envie de te dire, sur RMC, tu aurais pu être avec un autre concurrent et tu vois, je vois pas trop le problème. Mais le problème, c'est que j'ai tout mis sur la table. D'accord, ok. Tu vois pas, donc il y a un moment, amène-moi pas mon concurrent direct. D'accord. Donc ça veut dire que tu gagnes rien? J'ai jamais rien gagné. Non. Et je mets. Ah oui. Tu sais, tu vois pas, c'est quand même. Le MMA, Sport en France ne connaissait pas le MMA. Il y a une hype de ouf qui a pété. Je sais pas si vous vous rappelez, je le mets sur Jérôme Le Banner la première fois. Même eux partent en sucette, 5 millions de vues. Du jamais vu, moi, on m'appelle. Enfin, le truc a pété. Tu regardes leur Facebook, à chaque fois qu'il y a MMA GP ou. Regarde, c'est 15, 20, 30 000 vues. Ils ont fait des vidéos à 300 000 vues grâce à Cédric Doumbé. Qui rémunère tous ces gens, bordel de merde? Non, mais tu vois pas, c'est vrai qu'avec le recul, il y a cette vision simple, comme tu viens de citer, de dire attends, je comprends pas, c'est la chaîne de tout le monde. Non! Le MMA, on l'a créé sur cette chaîne. Et on a même créé l'émission et le contenu. Donc on ne comprenne pas que ça me vexe. Alors moi, je suis taré, je pense. Il y a un moment, parce qu'il y en a plein qui me disent attends, c'est pour tout le monde. Tu sais, mais en vrai, c'est parce que quand tu regardes, écoute, Jérôme Le Banner, il coûte pas 1 euro. Le Doumbé, il coûte pas 1 euro. Doumbé, il est très dur à voir sur les plateaux. Attends. Je vais te poser la question. Combien coûte Doumbé? Je dirais pas. Tu pars pas. Cédric Doumbé, ensemble. Non, je parlerai pas ça. Tu le rémunères à l'étranger, c'est ça? Exactement, ça part du Qatar, ça arrive. Non, je rigole. Non. En plus, c'est fait dans les règles, honnêtement. Cédric, la petite parenthèse, Cédric Doumbé, s'il y a un truc qu'on traite ensemble, c'est très pro. Il faut savoir que le mec qui combat au Glory, ça veut dire que les contrats, ils les connaissent, il est bien entouré, et on travaille vraiment pro. On trouve des accords avant, on négocie, on fait tout ce qu'il faut, et on parle de chaque chose. Chaque terme est cité dans le contrat. Et il l'a dit l'autre fois dans Sport en France. Il y a une part de pay-per-view dans sa rémunération, du coup. C'est vrai. Non, pas du tout. Non. On a un aménagement dans le contrat, il a un aménagement de contrat assez sur mesure. Et puis il a des partenaires qui peut mettre en avant. Il les cite, hein. Pardon? Ouais, exactement. Et puis c'est un droit qu'on lui octroie aussi et tout ça, parce que tu sais, ça passe devant tout le monde quand il dit ouais, machin, elle l'habille. En vrai, mine de rien, il y a les autres qui sont un peu. Enfin, les autres qui sont tu peux pas dire ring cage. Enfin, tu sais, c'est pas comme ça, mais tu sais, il pourrait y avoir. Oui, parce que toi, tu as tes sponsors, lui, il a ses sponsors, et il met en avant ses sponsors, c'est ce que tu lui autorises. En fait. Et puis on a nos accords à nous, quoi. Et puis pareil, on travaille en bonne intelligence. D'accord. Donc, pour revenir à Hexagone, excuse-moi. Donc j'apprends qu'ils sont diffusés. Bon. Je fais comprendre à la chaîne mon mécontentement. Mais voilà, ils ont été diffusés il y a 2-3 semaines, je crois. Et puis, mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que j'ai galéré pour aller partout, j'ai mendié partout. Eux vendent des programmes, c'est leur métier et tout. Enfin, je comprends pas qu'on se retrouve à venir sur l'endroit que j'ai, la petite niche que j'essaye de faire. Et quand je te dis, je l'ai fait pour le MMA parce que j'ai rien à gratter là-dedans. Je veux dire, un diffuseur te paye normalement. D'accord? Là, c'est vraiment, on s'est dit, il nous faut de la visibilité, on va s'en sortir avec les sponsors à long terme. 2-3 ans. Mais là, je me retrouve là, avec Hexagone qui rentre. Ça veut dire que si demain, Ares, avec Canal+, Hexagone, Sport en France. Et puis, donc moi, une fois de plus, j'ai servi de fusible. Je le prends comme quand j'ai commencé le MMA. J'ai commencé, personne voulait mettre ses sur la table. Les mecs qui ont commencé, c'est une fois qu'on pouvait rentrer de l'argent. Ares, Hexagone, tous ceux qui se sont lancés, tant qu'il n'y avait pas d'argent à gagner, ils ne se lanceraient pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es dans Sport en France, tu es aussi sur RMC, c'est-à-dire que tu pourrais quitter Sport en France pour... Alors, c'est pas je pourrais quitter Sport en France. Alors moi, j'essaie d'être fidèle. Il faut savoir que dans tous les contrats que j'ai négociés avec RMC, parce qu'on a fait des one-shots, j'ai imposé Sport en France. J'ai signé Trace TV. Trace TV,
189 pays. International. 300 millions de téléspectateurs. Oui, c'était pour le Brésil, Caraïbes. Ouais, mais j'ai signé pour les 2 prochaines années avec eux. Ok. Avec un projet Afrique et tout. Donc c'est pas rien. Et le... Parce que là, il voulait combien De quoi? Je te pose la question, combien? Le contrat? Combien le contrat? Je peux pas t'en parler. Combien mais il est pas... Combien... Non, c'est pas fou. Faut savoir qu'en fait, c'est la crise un peu pour tout le monde. Et... Est-ce que c'est un contrat qui est évolutif? C'est un contrat qui est évolutif. On va dire que c'est un contrat tampon aujourd'hui. On va dire qu'on a fait des concessions, chacun de notre côté. Bien sûr, il y a du financier, parce que c'est fini, ça, on arrête les conneries. Nous, on paye les combattants. Je peux pas dire, écoute, si tu combats, je te donne du chocolat, et la prochaine fois... exactement, tu vas à l'UFC. Toi, tu vas à l'UFC. Donc, en fait, il faut que tout le monde comprenne, et quand tout le monde comprend, normalement, quand c'est fait en bonne intelligence, il n'y a pas de souci. Et donc, bon, je peux pas parler de... Là, c'est vraiment du terme. Non, mais bien sûr, mais c'est pas fou. C'est pas fou. Je vais pas te dire que ça couvre la prod, on est loin de couvrir la prod, mais ils ont fait l'effort quand même. Et c'est pas rien non plus. Alors, je vais aller plus loin encore. Est-ce qu'aujourd'hui, le MMA français est rémunéré à sa juste valeur en droit TV? Non, pas du tout. Moi, je vais te dire, c'est des exploitants. Enfin, je parle pas de tous, mais on a un problème et j'espère que ça va se régler dans peu de temps, sinon je vais devoir faire d'autres gens. Alors, moi, je vais te donner des chiffres. Parce qu'on m'a donné des chiffres. Je dis pas ce que c'est pour toi. Je te dis en face comme là. J'entends des fourchettes. Allez, on va dire des fourchettes entre 30 à 50 000 par diffusion. Est-ce que ça, c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. On est en dessous? Bien en dessous. Bien en dessous. D'accord, ok. Non, mais c'est important que les gens le En fait, ce serait le tarif. Ce serait le tarif logique. Je pense qu'il y a quelques années, là, c'était ça avant le Covid, tout ça. Ouais, je pense que demain, un ARS, un MMA GP, voilà, tu veux me diffuser, écoute, c'est 50, 60, 70. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, normalement, ils couvrent la prod. C'est ce que la chaîne paierait pour diffuser. En fait, regarde, normalement, la chaîne, qu'est-ce qu'elle fait? Une fois qu'elle t'a signé, elle te signe souvent en exclusivité. Dans la plupart des cas, donc ça veut dire qu'ils sont propriétaires des droits. D'accord? Les images, tout ça, c'est à eux, c'est pas à toi. T'en fais pas ce que tu veux. Il y a marqué Canal Plus ou bien. Tu vois, voilà, tu fais pas ce que tu veux, faut le savoir. Et donc, forcément, s'ils sont propriétaires, ils doivent couvrir la prod. C'est une logique. Je veux dire, demain, tu vas être propriétaire d'une voiture. Tu es d'accord qu'il faut payer la voiture. Tu peux pas être propriétaire de la voiture d'un autre mec. Et ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire qu'en vrai, ils couvrent pas la prod. Moi, je vais te donner des chiffres. Une production MMA GP. Alors, quand je dis la prod, je vous parle pas juste de la captation. Oui, on va dire, tu mets son, lumière, avec ce qu'on a fait au Zénith. Attention. Zénith, on a mis le paquet. Je sais pas si c'était assez fou. Peut ça peser? Ouais, ça peser. C'est une addition aussi. Ouais, exactement. Oui, la pesée coûte. La conférence aussi d'avant. C'est une prod à 120 000. Wow. Un événement. Un événement, ouais. Alors, son, lumière, captation. Son, lumière, captation. On pose la question ouvertement, c'est quoi le modèle économique de MMA-GP, parce que vous n'avez pas tous le même modèle économique, même si ça rapproche un peu. On sait que l'UFC a mis longtemps à être bénéficiaire et que ça passe souvent par le pay-per-view et non pas par les places vendues. Toi, aujourd'hui, c'est quoi ton modèle économique? On tourne maintenant à 10 événements. Je rajoute un petit truc juste avant, parce il semblerait que ce soit Ares, Hexagone et MMA-GP, vous êtes déficitaire. Bien sûr. Alors moi, je suis à l'équilibre depuis 2 événements. Depuis que j'ai fait Bordeaux à l'équilibre. Et quand je dis à l'équilibre, pour ceux qui, si on gagne pas, on perd pas. Voilà. Mais c'est pas, enfin, c'est une belle performance de notre part, parce qu'il faut savoir qu'on n'avait rien, on n'a pas de sponsor, il n'y a que Ring Cage, on a tout fait nous-mêmes, on s'est débrouillé comme on a pu. Il y a tout ce qu'on a perdu en amont, peut-être 300 ou 400 000 euros de pertes. C'est pas fou par rapport à mes concurrents, ce que j'ai entendu dire. Parce que tout le monde ne dit pas les chiffres. Non, j'ai dû perdre depuis le début 300, 400 000, mais aujourd'hui, voilà, je te parle par événement. Donc ça veut dire que si j'ai commencé l'année avec un événement à l'équilibre, là, le Zénith, si je me démerde bien, je fais un bilan positif cette année. Avec une première année sous Covid, une deuxième année blanche quasiment, parce que je n'ai pas beaucoup organisé, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai commencé mon événement en juin, j'en ai fait un en juillet, puis un en octobre. Tu vois, ça a été. Et puis après, on a encore recoupé. Donc, on n'a pas fait. Donc là, je trouve qu'on s'est bien démerdé au niveau business. Après, le problème, il est là, c'est qu'il y a plein de gens qui se lancent, mais qui ne sont pas dans le business. Moi, je veux bien que tous ces gens racontent qu'ils sont des businessmen, mais c'est pas vrai. Moi, quand j'ai parlé avec Benjamin, au moment où je parlais avec lui, je me rendais compte qu'il ne connaissait pas vraiment en événementiel. Je ne vous parle pas du MMA pur, je vous parle pas. Il y a le mec qui connaît le foot, qui te cite tous les noms, qui te cite tous les crochets, d'accord. Mais après, est-ce qu'il joue au foot? Est-ce que, tu sais, tu vois, il y a. Et où est-ce qu'il peut gérer un club? Est-ce que, tu vois, il y a quand même chacun a son truc. Et je voulais juste revenir sur un petit truc. Donc, Hexagone, juste pour te dire, tu viens d'apprendre, ils appellent Trace TV. Non. D'accord. Hein? Non, attends, il y a un moment. Non, mais comment tu prends ça?
Bah, prends le bien, tu dis que tu as montré la voie. Mais non, mais le problème, c'est quoi? Heureusement que je suis exclu avec eux. Ah, t'es en exclu avec eux? Bien sûr. Alors là, je suis pas retombé dans le même piège. Mais il y a un moment, il y a Trace, on est en exclu pour le monde. Pour la France, provisoirement, je suis en train de discuter de certaines choses. Parce que c'est ce que j'allais te dire. Vu que tu as signé Day One et qu'ils ne te rémunèrent pas chez Sport en France, donc tu peux être diffusé en France par Trace aussi. Ouais. Trace diffusera en France tant que j'aurai pas une exclusivité française. Après, je pense pas que Trace ait la puissance maintenant. D'accord. Tu sais, Trace, son public aujourd'hui, il est en boîte le samedi. Non, mais tu sais, il faut être réaliste, ils font pas une grosse audience le samedi. Oui, tout à fait. Ouais. Tu vois, donc ça m'intéresse pas d'éduquer pendant. Pour moi, l'opération de Ares a pas de passer chez Canal+. Ah, je suis désolé, moi je suis comme ça. T'as vu, je lâche. J'aime pas. Tu sais, chez nous, on enquête pas. Quelle erreur! Quelle erreur! C'est une erreur que j'aurais pas faite. Alors, est-ce qu'il n'avait pas le choix? M'en fous. Parce que tu penses que sur le long terme, c'est pas rémunérateur? Bien sûr que non. Après, historiquement, la chaîne des sports de combat, c'était Canal+. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est RMC. Tout le monde pensait à RMC. Ça, c'est vrai, parce que RMC est en train de tout. Non, mais si tu étais diffusé par Canal+, sur Canal, tu appuies sur le 4. En effet, c'est pas sur la chaîne Canal+. Tu as raison. Oui, autant être sur un pay-per-view, autant être sur Netflix, autant être en fixe. Non, mais tu vois. C'est le groupe, c'est pas la chaîne. Moi, je suis désolé, ils ont plus de visibilité. Il y avait une grosse visibilité. En fait, ce qui les a fait péter Ares, c'est l'équipe 21. C'est vrai que l'équipe 21, oui. D'ailleurs, voilà une bonne chaîne. Ouais, je mais sais pas s'ils ont les moyens de t'avoir. Non, c'est pas une histoire de moyens. J'ai échangé un peu avec eux. D'ailleurs, on a échangé par mail il y a encore récemment. Pas forcément que sur la partie événement, mais on passe à la bagarre, les esprits. Ouais, là je dis beaucoup de choses, putain, je suis dans la merde. Tu sors avec moi tout à l'heure? Ils savent où on est, les mecs là qui nous regardent? Non. On est dans la creuse. Je suis pas chez moi, je suis dans le 9-3 en plus. J'ai pas mon calibre. La bagarre, forcément, c'est dans le 9-3. En fait. Exactement. Putain, on est dans le 9-3. Là. Je suis plus chez moi, je suis pas bien. Et donc voilà, Hexagone, désolé, je suis revenu là-dessus, mais putain, et là c'est pour ça, tu vois, tu m'as évité une story. Parce que, non mais pourquoi? Parce qu'après les gens vont penser, ah ça y est, Abdel il a trouvé le filon. Non, Abdel en fait en ce moment, c'est le mec en CM2 se faisait taper par des gens, il est passé en 6ème, il a dit maintenant je mets des coups de tête. En fait on en est eu un peu là. Donc ils m'ont tellement tous fait des coups bizarres, et je te jure. Maintenant on peut dire je suis naïf, ou non, je suis pas naïf, j'en ai rien, comment dire. Je préfère être celui qui a tendu la main que celui qui a craché dans la main, tu vois. Moi, le matin, quand je me lève, je me brosse les dents, je me vois dans le miroir, je suis super... mon fils, il peut me regarder dans... Moi, je te l'ai dit, si demain ça part en sucette, j'arrête le MMA-GP du jour au lendemain sans état d'âme. C'est pas le but, mais aujourd'hui, c'est devenu puant, le MMA français. Tu te vois où? Franchement, aujourd'hui, qu'on voit le potentiel en France, qu'on voit que finalement le grand public n'a pas encore été touché, qu'on voit le nombre de vues que peut faire un Doumbé ou un Cyril Gane. Tu vois le MMA-GP où dans 2-3 ans? Non, c'est un projet qui va péter, à condition qu'on ne crée pas une sorte de franc-maçonnerie, un groupe dans le truc, tu vois, qui contrôle tout. C'est ça qui fait chier. Honnêtement, le plus emmerdant, c'est ça. Et c'est ce qu'ils aiment pas chez moi. C'est que je veux pas rentrer dans les rails. Tu peux demander à ma mère, elle te dira, j'étais comme ça quand j'étais ado. J'ai jamais été un voleur, tout ce que tu veux, mais en tout cas, non, tu m'imposes pas un truc que j'estime pas. Et attention, je suis quelqu'un de lucide et je suis pas un insoumis. Mais il y a un moment, les règles dans les règles, il y a une règle de base. Si tu me recrées une règle dans la règle, tu te moques du monde, c'est tout. Et aujourd'hui, on en est là. Et je viens d'apprendre encore, qu'il y avait des changements. J'ai appris là que d'un coup, là, on va passer plus de 5 combats. Ça y est, il y a plus de. Alors c'est pour là, apparemment. Vas-y. Apparemment, j'ai appris que c'était effectif. Alors j'espère que je dis pas de conneries, parce que je reçois tellement de trucs depuis que j'ai fait des stories. En fait, t'as plein de balances maintenant. J'ai compris comment ça fonctionnait chez mes concurrents. Tu sais, il y a, à mon avis, Fernand, il reçoit tout. Tu sais, attends, lui, il a dit ça. Et moi, je regarde pas les réseaux. Tu le sais. Si je m'identifie pas, je regarde pas en fait les réseaux. Je passe pas mon temps sur les réseaux. Moi, je suis YouTube, tout ça, tu sais, je regarde des émissions sur... Ma femme, tu lui demandes, je suis sur XXL, la pêche XXL en ce moment, sur RMC. Ouais, excusez-moi. Et en fait, je suis sur la pêche XXL, je sais pas si vous voyez, c'est un mec, il se balade dans le monde entier et il va chasser des... Et je te jure, je me tue à ça. Je me tue à ça. Et je regarde même pas... Tu sais que les interviews, tu sais ce qui me fait le plus peur? C'est que vous m'interrogiez sur l'actualité du MMA mondial. Parce que je suis pas là. Arrête. Déconne pas, je me tire en direct live. Alors, ici, c'est tricolore. Donc, ouais, exactement. Mais tu vois pas, c'est que des fois, on me donne des blagues, je dis, alors que c'est le mec qui a défoncé un autre mec la semaine d'avant. Mais en vrai, c'est parce que tu bosses dans les MMA, t'as vu, c'est bon. Quand tu rentres à la maison, ça y est. Moi, le MMA mondial, j'aime. Mais je vis en France pour le moment. Donc, t'as vu, tu peux aimer. D'ailleurs, vas-y, on parle du MMA GP. C'est quoi tes prochaines dates, déjà? 17 juin, Arkea Arena.
Grosse salle. On attend 8000 personnes. 8000 personnes. 8000 personnes. C'est où ça? C'est à Bordeaux? C'est à Bordeaux. D'accord. C'est une salle de fou. La même salle que la dernière fois? Pas du tout. Non, plus grande là. Plus grande, rien à voir. C'est un zénith en plus gros. Vous taperez Arkea, vous allez voir un gros ensemble blanc, un monstre. Enfin, c'est archi classe. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance. Vas-y, on veut des noms. On veut des noms. Non, bah déjà, il y a Dubois Poney, ça va se faire. Ah, ça va se faire? Ouais, ceinture. Dubois Poney. D'accord. Ouais, ça y est. Wow. Ah oui, je ne l'avais pas. Ouais, bah, ça y est. Dubois Poney, en fait, j'avais annoncé quand même quand il a combattu Oudina. Oudina, je l'aime beaucoup. Et il était à Ubifight à l'époque, Oudina, il y a quelques temps. Après, Oudina, il venait du Nord. Hein. Je sais pas si tu vois, c'est un vrai pirate, Oudina. Il débarquait dans une VR6. Tu sais, il kiffe les bagnoles. Il arrivait le matin, il y a entraînement, il repartait. Moi, Oudina, je te jure, c'est. Et d'ailleurs, ça m'a fait chier quand il y a peu de temps, il avait poussé un coup de gueule. D'ailleurs, on me l'a dit après. Mais il a poussé un coup de gueule en disant on ne fait pas combattre et tout. Et il a raison. Pourquoi? Parce que son palmarès n'est pas intéressant pour des gens à l'instant T. Il y a des mecs qui disent si tu fais pas 9-2, 9-3. Excuse-moi. Les 5 combats. On a zappé sur 5 combats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la règle des 5 combats n'existe plus? Bah apparemment, tu sais, aujourd'hui, un mec qui a. Quand tu as moins de 10 combats, tu ne peux pas avoir plus de 4 combats d'écart avec ton. C'est ça. Tu vois? Et là, apparemment, maintenant, c'est moins de 5 combats. Au-dessus de 5 combats, tu peux affronter tout le monde. D'accord, ok. Mais c'est une règle qu'il a d'un coup. Et c'est ça. Mais putain, Lionel, s'il te plaît, fais quelque chose. Ouais, mais le problème, c'est que je prends le code du sport maintenant. C'est acté nulle part. Le code du sport, il n'est pas mis à jour tout de suite parce que les décisions sont prises d'un mois à l'autre. Alors, je comprends qu'il y ait du chantier qui fait. Mais moi, je dis, tout ce qu'on a pris dans la tête, on nous disait, attends, c'est le début, t'inquiète, serre les dents. Attends, ça veut dire que c'est un Cédric Doumbé. Tu es obligé, forcément, parce que je sais qu'il va recombattre chez toi. Même si tu vas nous dire non, on sait que Cédric Doumbé va recombattre. Je te jure, on n'a rien signé en tout cas. Mais après, Cédric, c'est un frérot, on s'entend bien. C'est une envie. Non, mais moi aussi. Mais voilà, imaginons que Cédric combatte chez toi avant qu'il combatte à l'UFC, même s'il dit qu'il peut ne pas combattre à l'UFC. Est-ce que dans ce cas-là, il pourrait aller chercher quelqu'un de... Bien sûr. Et moi, si j'ai créé Genève, on en reviendra, c'est pour ça aussi. C'est pour éviter d'être pris. Parce que regarde, il y a une autre dimension, les gens ne s'en rendent pas compte. Comment tu fais? Tu fais gagner un mec, enfin, je veux dire, il y a un gars, il a 10-2, donc il a plus de 10 combats, il prend la ceinture. Un mec qui a 5-0, même s'il a aligné tout le monde, il rentre dans le top, enfin, il fait des perfs, il nous a fait 4 victoires, on va dire, allez, 5-0, 4 victoires d'affilée, ben, il combattra jamais pour la ceinture. Il va falloir qu'il continue à ramer. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire, ce que je disais, que Cyril Gane ne serait jamais allé jusqu'à l'UFC. Enfin, si tout le monde... non, n'aurait jamais été jusqu'à la ceinture aussi rapidement. Tu vois? Et ça, c'est un problème. C'est un problème que je pense que la Fédé a... Mais nous, le problème, c'est, tu sais, quand tu es organisateur, ça te parle tout de suite. Quand tu es au cœur du combat, tu dis, mais attends, c'est la merde. Tu sais, moi, je me suis déjà retrouvé, j'ai un mec, il est chez moi, il a 4-0. Mais c'est un monstre. Il vient d'attaquer, c'est un lutteur, c'est un monstre. Il fracasse tout. Et puis, j'ai aussi un autre mec qui a 12... et qui, crois-moi, hein, le 4-0 vaut mieux que le 12, tu vois. Ouais, on est d'accord. Hein. Et je veux dire, là, pour moi, tu casses trop le talent. Le talent, on l'aura pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a un mec, on va dire, lui, il est bon. Ah, lui, il est bon. Lui, il est bon. Lui, il est bon. Mais il va commencer à aller taper des gens importants à partir. Donc, nous, ça nous a parlé tout de suite. Aujourd'hui, apparemment, bon, ben, alors, guillemets, j'ai pas été vérifier les textes. En tout cas, j'ai été dans le code du sport. Il n'est pas actualisé, là. J'ai pas vu de... Et... Bah, écoute, si ça change, c'est bien. Mais pourquoi ça change au mois de mars en cours de saison? Tu vois, c'est ça mon gros souci. Putain, il y a une fin de saison. La licence, elle est de temps. Je veux dire, travailler pour la saison d'après. Arrêtez de nous mettre des... C'est ça mon problème. C'est que j'ai l'impression qu'il y a un problème. Oui, parce que c'est quand même une bonne nouvelle pour toi et surtout pour. C'est une bonne nouvelle, mais quand on sait qu'on pourra. Ils vont me l'annoncer quand? Au mois de mai? Quand ma carte de juin elle sera prête? Non, mais tu vois pas, je fais quoi? Je remanie tout après. Il y a un moment, putain, nous on signe des contrats en base, quoi. Donc là, je reviens justement là, tu dis le 17 juin, 8000 spectateurs à Bordeaux. Ceinture, Dubois. 2, logiquement. Joseph Follet. Alors, le problème, c'est que l'opposition, elle est encore à discuter, parce que c'est sûrement une opposition corse, mais c'est Alphand Rocher. De la Old School. De chez Old School, ouais. D'ailleurs, j'ai vu que mes concurrents l'avaient mis en numéro 2. Ouais. Gros combattant. Hein. C'est bizarre, ça. Ou il s'est trompé, ou il le veut. C'est un des deux. Mais je crois qu'il le veut. C'est comme ça qu'on courtise hier. Et c'est petite balle vite faite. Ouais. Ouais, c'est vraiment c'est gratuit. Celui qui la veut, il la prend. Il n'y a pas eu de snipe. Et donc Alphand Rocher, qui est un de mes combattants, je souligne parce qu'il a signé chez toi. Et parce qu'ils sont sollicités par d'autres gens, normal, ils s'en foutent les gens. Mais bon,
Donc, ouais, Alphand, bah, ça fait un moment que. Déjà, il a fait preuve d'une fidélité incroyable. Il a fait son premier combat chez moi. Sur le huis clos contre Julien Lopez à l'époque. Après, il a eu des soucis de famille. Je crois que. Pas de dire de conneries, mais je crois que. Je sais pas si son papa était pas malade. Enfin, bref. Et il a un peu coupé court. Et puis, avant de rattaquer, au moment où il voulait repartir, bah, je pouvais pas le placer. Il y avait déjà des choses qui. Il a attendu. Il a signé avec personne. Il a attendu. Il faut savoir que ce garçon, KSW est intéressé. Enfin, moi, il y a des mecs qui me. Tu sais, Gaëtan Hurtel, c'est le coach. Ouais, Gaëtan Hurtel, la Old School Academy, mais c'est une bombe. Et je te dis, à la parole, les contrats arrivent après la parole. Je te jure, c'est vrai. Oui, lui, t'inquiète. Ok. Je lui dis, lui, je le veux, t'inquiète. Alors, nous, on lui a déjà dit. On ne va pas rentrer dans la polémique qu'il y a eu récemment. C'est pas du tout ça. Ce que je veux dire, on ne rentre pas du tout dans cette polémique de qui est le meilleur coach en France. Franchement, voilà, c'est pas du tout là-dessus que je veux venir. Mais lui, c'est vraiment un super bon coach. Et un super éducateur. Il les prend super jeunes. Nous, on apprécie beaucoup. Hein. Gaëtan Hurtel, c'est bon. Sur le coin, dans le coin, on l'a pas vu s'entraîner ces gars, mais dans le coin, il est vraiment topissime. Ouais, c'est vrai. Et j'espère que je vais pouvoir continuer cette collaboration avec eux parce que regarde, un club sain, on signe combattant sur combattant. On avait commencé par Alphand, je crois. Ensuite, on a signé Michael Aljarouj. Derrière, on a signé Meskini, qui a fait un super combat dernièrement. Non, juste avant Meskini, on a signé Lowensky. Alors, Meskini, franchement. Ouais, mais tu te rends compte que c'est des gens qui n'intéressent personne d'autre tant que tu les as pas mis en avant. C'est vraiment une erreur. En France, parce qu'il est intéressé par le Cage Warrior, il est intéressé. Et moi, je le voulais, Meskini. Je le voulais. C'est un sac, mais tous, en vrai, si tu regardes Gaëtan, c'est un truc. Oui, bien sûr. Tous, ils luttent, ils boxent, ils font tous les mecs. Regarde, Michael, il a géré ça contre Borza d'une façon extraordinaire parce que, mine de rien, les 3 premiers rounds étaient très, très, très serrés, très serrés. Et Borza, magnifique. Moi, si je peux le revoir. Mais là, je dis des conneries parce qu'après, les gens attends, c'est qui Borza? Ils vont l'appeler. Et super team aussi. Justement, quand tu dis ça, c'est que tu signes les combattants pour un fight ou plusieurs fights. Après, c'est comme une entreprise, c'est au plus offrant. On dit entre guillemets. Bah, pas forcément quand tu parles des gens de principe. Gaëtan Hurtel en est un. D'accord. Moi, Gaëtan, j'ai confiance. S'il me dit lui, tu le gardes. Tu me crois? Il y a des mecs, je lui dis je le veux, je lui ai envoyé le contrat 3 mois après. Oui, après, en tant que combattant, tu peux comprendre qu'ils sont intéressés à celui qui paye le mieux. Ils Ouais, peuvent être intéressés comme dans une boîte, comme dans la vie de tous les jours. Mais la plupart des mecs que je connais, l'histoire a démontré que tous les combattants qui fonctionnaient comme ça, ils se prenaient les pieds dans le tapis. Parce que pas très loin après, en fait, t'as plus de. Je veux dire, si tu ne crées pas un roadster avec une stratégie, il y a un moment. Là, il y a Bordeaux, 2 ceintures. Derrière, t'enchaînes. On m'a dit à Genève. Alors, je vais te dire un 1er juillet. 1er juillet, on devait se faire ça au. Là, je vous lâche un truc que je devrais même pas. Parce que. Enfin, bref. On devait faire ça au Théâtre Léman. Théâtre Léman, c'est une salle 1000-1500 personnes. C'est un peu l'équivalent du cirque d'hiver. C'est fait un peu comme les Zéniths, mais voilà, sur un 1500 places. Et les gens, après, ils sont venus m'énerver. Non, je attention, je vais dépenser. Non, je rigole. Juste rappeler pour les petites histoires que tu as fait le Zénith sur un coup de tête. En fait, c'est comme ça. En fait, il faut savoir que je fonctionne à la frustration. T'as dit quoi? J'ai fait le Zénith sur un coup de tête. Un coup de tête. C'était pas du tout prévu. Non, exactement. Oui, parce qu'on peut avoir le Zénith sur un coup de tête. On peut avoir le Zénith sur un coup de tête. Mais tu rigoles, mais le Zénith, en un mois, on l'a monté. Moi, il y a. Bon, je vais pas faire. Non, vas-y, repars sur l'événement de la Suisse parce que. Ouais, exactement. Non, mais beaucoup de gens, nous on l'a annoncé un mois avant et on l'a rempli. Il y a des gens qui l'ont annoncé 2-3 mois avant et qui n'ont pas rempli le truc. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Mais on est encore plus mauvais que les autres quand même. Ça, c'est dingue. Hop là. C'était balle perdue là ce soir. Ouais, t'as vu, j'ai mangé, je tire à vue. Comme les cobayes, tu sais. Ouais, là, je cible pas. Et donc, finalement, le 1er juillet, je suis désolé, mais ça va être annulé au Théâtre Léman. Parce que pas rempli? Parce que petite capacité, problème technique, les nerfs, ils me sont montés. Et en fait, j'ai dit OK. J'ai fait comme Tony Montana dans OK, on va tes balles. Et finalement, on fait l'Arena de Genève. Le 7 juillet. Ah ouais. Donc ça, c'est une exclusivité. Arena de Genève, on arrive, ça va être un truc de fou. Arena de Genève. Ouais. Le 7. 4000 places. 4000 places. Et donc en 3 semaines, 12 000 places. Et 4000 places à Genève, il n'y a plus personne dans la ville. C'est ça en fait, le problème est là. Donc c'est plus des gens des cantons voisins. C'est des cantons. Non mais voilà, en fait c'est une exclue. Arena de Genève. Ouais, on y va, on va bouleverser un peu la Suisse. T'as la carte? Et j'ai la carte. Je peux déjà vous parler du main event. Alors non, un des combattants du main event, qui est Saïd Mohamed.
ancien combattant poids lourd du Brave. Enfin, toujours, il est encore engagé. Enfin, il a encore un combat. Alors, le Brave, ce qui est bien, c'est qu'il libère. Mais nous aussi, hein. Nous aussi, on le fait. Hein. On libère. Nous, on a des contrats exclusivement français avec un droit une possibilité de libération pour l'étranger, à condition que ça ne vienne pas foutre le bazar dans notre roster. Si le mec, il est sur 3-0, il a fait 3 victoires chez moi, il a un combat de la ceinture, il me dit, je vais combattre McGregor là-bas et je reviens, je vais dire ça, je te l'autoriserai pas. Mais par contre, écoute, tu combats pas en juin, ah ouais, mais attends, je vais pas attendre, juillet, on me propose un truc, est-ce que je peux y aller? Écoute, tu combats pas avant octobre de toute façon, bah, vas-y, fais gaffe, c'est tout, ce serait dommage. Après, c'est la responsabilité du combattant. Je veux dire, tu étais sur 2 victoires, si tu prends un risque d'une défaite. On va s'arrêter là, mais parce que là, ça fait déjà 3 heures pour regarder l'interview, elle est passée trop vite. On peut encore rester encore 3 heures. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le modèle économique, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, t'es passé de combien? C'est quoi? C'est 5, 10 événements à l'année maintenant. C'est des grosses cartes, des gros noms, des ceintures. Ouais, la suite, ça va être ça. C'est ça. Dès septembre, je m'attaque à du plus dur. On finit l'année où on risque d'annoncer des noms. On attend des choses. Il y a des signatures en cours. Il faut savoir qu'il y a des belles choses qui m'arrivent quand même. On me prend au sérieux au niveau international. J'ai été contacté par des grosses organisations qui n'ont pas encore foulé le sol français, mais qui devraient. Et donc voilà, aujourd'hui, j'intéresse du monde. C'est quoi? Ce serait du partenariat du coup? Ouais, tout à fait. Il y a la performance qu'on a fait au Zénith, je pense, qui a servi. Où ils se sont dit, mais enfin tout de suite, les gens qui ont demandé, mais qui a fait ça? C'est lui. Et on m'a contacté via mon matchmaker aussi. Je suis invité dans certaines organisations. Amaury. Ouais, exactement. Il nous a posté un petit message d'ailleurs, il veut une augmentation. C'est vrai? Ouais. Et ben il aura une diminution. C'est comme ça qu'on fonctionne. Il fait un super boulot. Hein? Il fait un super boulot pour le coup. C'est un des meilleurs matchmakers. Ouais. C'est un des meilleurs matchmakers. Et donc voilà, on a Genève, ça va être énorme. Bordeaux, ça va être très très lourd. Ça va être l'événement le plus gros qu'on ait fait. Zénith, je crois que c'est le plus gros qu'un Français ait fait. Même s'il y en a qui inventent des chiffres. Une orga franco-française. Bah, en tout cas, là, avec celle que tu vas faire là bientôt, avec Umi. Ah, ben là, on se retire. T'exposes tout, quoi. Et juste une petite parenthèse quand même, hein, parce que la Sueur organise, je sais pas si tu as vu, mais on arrive au bout d'un truc là, mais j'espère qu'ils ont pris conscience de ce qu'était une organisation. Parce qu'ils organisent leurs événements là, en amateur, on en a parlé tout à l'heure, mais j'espère que ça va un peu leur faire les pattes et qu'ils vont comprendre ce qui se passe quand. Là, on fait pas d'amateurs, nous, on fait des pros, il y a des contrats, il y a des exigences médicales, il y a plein de choses. Et je me dis peut-être que ça va leur servir à respecter un peu plus les organisations. Et moi, je trouve qu'on n'est pas respecté en France, hein, honnêtement. Je trouve qu'on est dur avec nous et nous, on bosse, on se tape pour amener du MMA en France. On va te réinviter. Parce que là, sinon, elle va être trop. Mais franchement, on va te réinviter de toute façon. À Bordeaux, le 17. C'est ça. Le 7 juillet. Genève. À la rentrée, plein de bonnes choses. Ah, mais ouais, vous risquez d'être surpris. On commence à s'attaquer à l'international, honnêtement, et on parle avec certains pays. On va devoir forcément prendre des billets d'avion, des hôtels. Tu sais que objectif Zénith, sur mon business plan, Zénith était prévu pour novembre ou décembre 2023. Ouais, vraiment, on a pris un an d'avance. C'est bien. Ouais, je suis content. En tout cas, c'est ce qu'on espère, nous, pour le MAGP, c'est ce qu'on espère aussi pour le MMA français. Merci. Les guéguerres, nous, personnellement, si ça peut booster le MMA, nous, on est pour. Ouais, faut un peu de trash talk. T'as le meilleur trash talker dans ton roster, donc. Ah, carrément. Pour le coup. Mais après, c'est pas vraiment des guéguerres. Il y a de la concurrence, donc ça, c'est marrant et ça a toujours existé. Mais moi, je dis, il y a le sabotage. Et ça, par contre, on va le combattre. Moi, il faut le savoir. Je disais que j'avais pignon sur rue. Ça fait des années que je me tais parce que j'ai des enfants dans ma salle. On entraîne des enfants, des jeunes. Tu es là, les éduquer, à leur apprendre les choses. Donc, je ne pouvais pas me permettre de répondre maintenant que c'est fini. Tu me mets une baffe, t'en prends une. Hein. Tu me mets une baffe, t'en prends une. Hein. Ça a toujours été comme ça. Depuis que je suis petit, ma mère peut te le dire. Merci beaucoup. Merci Abdel. Merci à vous. Merci. Merci à toi. Si vous êtes restés jusqu'au bout, bravo. Merci. Et rendez-vous au prochain événement. Prochain événement, ça va. Merci beaucoup Abdel.